Elle avait juré qu'elle ne retomberait jamais dans ce piège, qu'elle ne laisserait plus jamais cet homme s'insinuer sous sa peau. Mais quand Théo lui saisit le bras ce soir-là, ses doigts chauds contre sa peau nue, et murmura son nom d'une voix rauque qui lui fit courir des frissons le long de l'échine, Lyra sut qu'elle était perdue. La robe bleue épousant ses courbes, son regard brûlant sur chaque parcelle de son corps, la tension électrique entre eux prête à exploser. Certains amours ne demandent pas la permission. Ils envahissent, consument, détruisent tout sur leur passage. Le soleil de l'après-midi se déversait à travers les hautes fenêtres du manoir Lancaster comme de l'or liquide, projetant des reflets ambrés sur les sols en acajou poli. Lyra sentait l'arôme distinct des vieux fûts de chêne montés de la cave à vin, se mêlant au parfum délicat du jasmin qui grimpait sur les murs de pierre à l'extérieur. Elle se tenait dans le couloir et, les bras chargés de dossiers pour l'événement, l'esprit en ébullition avec les innombrables détails de la gala qui approchait. L'expansion du vignoble Lancaster sur le marché international était monumentale, et on lui avait confié la responsabilité d'orchestrer chaque détail. La voix de sa mère résonnait dans sa mémoire, « Ils te font confiance, Lyra. Ne les déçois pas, mais la confiance était compliquée quand on avait grandi comme la fille de la gouvernante dans un monde de richesses héritées et de vieux noms de famille. » Lyra avait passé son enfance à courir pieds nus dans ces mêmes couloirs, à se cacher dans les alcôves de la bibliothèque, à cueillir des raisins aux côtés des saisonniers, tandis que les enfants Lancaster, particulièrement Théo, la rejoignaient sans la moindre hésitation. À l'époque, il n'y avait pas de frontière entre eux, pas de mur invisible érigé par l'argent ou le statut. Théo avait été son meilleur ami, son partenaire d'aventure, le garçon qui lui avait appris à grimper au vieux chêne près du ruisseau et qui partageait avec elle ses carnets de croquis remplis de rêves d'architecture. Puis il était parti pour l'université Columbia, puis à New York, puis à une vie qu'elle ne pouvait imaginer qu'à travers les mentions occasionnelles lors des conversations familiales que sa mère lui rapportait dans le petit cottage qu'elle partageait à l'arrière de la propriété. 8 ans, c'était une éternité. À présent, le manoir était un tourbillon d'activités. Les fournisseurs mesuraient les espaces, les fleuristes débattaient des arrangements, et au milieu de ce chaos, Lyra était censée garder son sang-froid en tant que coordinatrice principale de l'événement, un titre qu'elle avait gagné à force de travail acharné, de nuits blanches et en prouvant qu'elle était indispensable. Elle tourna au coin du couloir menant au grand escalier, ses talons claquant contre la pierre, quand elle heurta presque quelqu'un. Des mains puissantes saisirent ses épaules. Attention! Cette voix lui coupa le souffle. Lyra leva les yeux et les dossiers glissèrent de ses bras, se répandant sur le sol en une cascade de papier et d'échantillons de tissu. Mais elle ne pouvait bouger, ne pouvait respirer. Théo y avait changé, vieilli, ses épaules plus larges sous un pull en laine gris anthracite qui épousait son corps d'une façon qui lui dessécha la bouche. Ses cheveux noirs étaient un peu plus longs, en désordre, comme s'il y avait passé la main à plusieurs reprises. Mais ses yeux gris orageux qui autrefois la regardaient avec une malice enfantine contenaient désormais quelque chose de plus profond, quelque chose qui lui échauffait la peau. Lyra. Son nom sur ses lèvres sonnait à la fois comme une prière et une malédiction. Elle tenta de parler, mais sa gorge avait oublié comment former des mots. Son odeur la frappa alors cèdre et agrumes, avec une note sous-jacente d'une masculinité qui n'existait pas quand ils étaient jeunes. Elle enveloppa ses sens comme une fumée. Je ne savais pas que tu revenais, finit-elle par dire, la voix à peine plus qu'un murmure. Je voulais faire une surprise à tout le monde. Ses mains étaient toujours sur ses épaules, chaudes et solides, et il sembla s'en rendre compte au même moment qu'elle. Il la relâcha lentement, mais son regard ne quitta jamais son visage. Tu es. Mon Dieu, Lyra, tu es magnifique. Les mots tombèrent en creux comme une pierre lancée dans une eau cale, créant des ondulations dans toutes les directions. Elle portait une simple robe bleue, rien d'extraordinaire, juste une robe mi-longue ajustée qu'elle avait choisie ce matin-là pour son côté pratique. Mais la façon dont il la regardait lui donnait l'impression d'être enveloppée de soie et de diamants. Ses yeux suivaient la courbe de son cou, la ligne découverte de sa clavicule, la façon dont le tissu épousait sa taille avant de s'évaser sur ses hanches. Merci, murmura-t-elle, détestant à quel point sa voix semblait essoufflée. Tu as changé. 8 ans, ça fait ça. Un petit sourire étira ses lèvres, mais il y avait quelque chose de réservé dans son expression, quelque chose qui disait qu'il avait changé d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'apparence physique. Ils restèrent là, figés dans le couloir, tandis que les bruits du manoir bourdonnaient au loin autour d'eux, des voix appelant depuis la cuisine, le ronronnement discret d'un aspirateur à l'étage supérieur, le froissement du vent contre les fenêtres. Mais dans ce petit espace, le temps semblait suspendu.
Je devrais t'aider avec ça. Théo s'agenouilla, ramassant les dossiers éparpillés avec des mains soigneuses. Lyra le rejoignit, leurs doigts se frôlant quand ils tendirent la main vers la même feuille. Le contact fut électrique. Elle se recula légèrement, mais pas avant d'avoir vu sa mâchoire se crisper, son souffle se couper. Quand il lui tendit la pile de dossiers, ses doigts s'attardèrent contre les siens une seconde de plus qu'il ne l'aurait fallu. « Tu organises le gala », dit-il en se relevant. Ce n'était pas une question. Oui. Ton père m'a donné cette opportunité. Elle se redressa, serrant les dossiers contre sa poitrine comme un bouclier. C'est le plus grand événement que le vignoble ait jamais organisé. Il parle constamment de toi, dit Théo. Il dit que c'est grâce à toi que tout fonctionne si bien maintenant. Il y avait de la fierté dans sa voix, mais aussi autre chose, quelque chose qui ressemblait à du regret. J'ai travaillé dur pour gagner cette confiance. Je sais que tu l'as fait. Il fit un pas en avant et elle sentit l'air se charger entre eux, électrique, dangereux, vivant de possibilités. Lyra, Théo, te voilà. Une voix appela depuis le bout du couloir. Eleanor Lancaster, la mère de Théo, apparut avec un sourire radieux, les bras tendus. Chérie, nous te cherchions partout. Le moment se brisa. Théo se tourna vers sa mère, mais pas avant que Lyra n'ait vu l'éclair de frustration dans ses yeux. Elle profita de l'interruption pour reculer, pour reconstruire les murs qui s'étaient momentanément effondrés. Je devrais retourner au travail, dit rapidement Lyra, la voix plus assurée désormais. Bienvenue à la maison, Théo. Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre, le cœur cognant contre ses côtes, la peau encore brûlante là où ses mains avaient touché ses épaules. Derrière elle, elle sentait son regard la suivre dans le couloir comme une marque au fer. Dans la sécurité de la grande salle de bal vide, Lyra appuya son dos contre la porte fermée et laissa échapper un souffle tremblant. Ses mains tremblaient tandis qu'elle posait les dossiers de côté. « Ça ne change rien », se dit-elle fermement. « Il reste un Lancaster. Tu restes la fille de la gouvernante. Certaines lignes ne sont pas faites pour être franchies. » Mais même en le pensant, ses doigts effleuraient l'endroit sur son épaule où son contact persistait encore, chaud et indéniable. Dehors, par la fenêtre, le soleil descendait plus bas au-dessus des rangées de vignes, peignant le ciel en nuances de feu et de désir. Et quelque part dans le manoir, Théo se tenait dans le même couloir, le poing serré le long du corps, se demandant comment il était censé faire semblant que la revoix n'avait pas bouleversé tout son monde. Les jours suivants se déroulèrent comme une danse dangereuse, où chaque pas devait être mesuré, chaque regard contrôlé. Lyra se jeta dans le travail avec une intensité presque obsessionnelle, comme si les tableaux budgétaires et les listes d'invités pouvaient ériger une barrière solide entre elle et la présence magnétique de Théo qui semblait remplir chaque recoin du manoir. Mais l'univers, apparemment, avait d'autres projets. C'était en milieu de matinée quand Lyra entra dans la bibliothèque pour examiner des contrats avec les fournisseurs de vin. La pièce sentait le cuir vieilli et le vieux papier, un parfum qui la calmait toujours. La lumière filtrait à travers les rideaux de velours vert émeraude, créant des motifs dorés sur les étagères en chêne qui s'élevaient du sol au plafond. Elle adorait cet endroit et l'avait toujours adoré. C'était laquelle et Théo se cachait enfant, construisant des forts avec des coussins et lisant des histoires d'aventure jusqu'au coucher du soleil. Elle ne s'attendait pas à le trouver là. Théo était assis dans l'un des fauteuils en cuir près de la fenêtre, un ordinateur portable sur les genoux, le front plissé par la concentration. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés qu'elle ne devrait absolument pas remarquer. Ses lunettes de lecture, une nouveauté, reposaient sur le bout de son nez, lui donnant un air intellectuel qui contrastait avec la masculinité brute de son physique. Lyra se figea dans l'encadrement de la porte, déchirée entrebâtre silencieusement en retraite et annoncer sa présence. La décision lui fut retirée quand une latte du parquet craqua sous son pied. Théo leva immédiatement les yeux, et ce maudit sourire lent se répandit sur son visage, le genre de sourire qui faisait exploser des papillons dans son ventre. Lyra. Il referma l'ordinateur et ôta ses lunettes, les posant sur la table d'appoint. Je me demandais quand tu apparaîtrais. Je ne savais pas que tu serais là, répondit-elle, la voix plus défensive qu'elle ne l'aurait voulu. J'ai besoin d'examiner des contrats. Ne te laisse pas gêner par moi. Il désigna la grande table en acajou au centre de la pièce. Il y a largement de la place pour deux. Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça « pour deux » qui fit monter la chaleur le long de son cou. Elle hocha brièvement la tête et se dirigea vers la table,
intensément consciente de chacun de ses mouvements, de la façon dont le tissu de sa jupe crayon frôlait ses cuisses en marchant, de la manière dont ses talons allongeaient ses jambes. « Arrête !» se gronda-t-elle silencieusement. « Il ne te regarde pas comme ça. » Sauf que si. Elle sentait le poids de son regard tandis qu'elle organisait les documents, tandis qu'elle ouvrait le dossier en cuir brun, tandis qu'elle prenait son stylo et commençait à prendre des notes. C'était comme si sa peau avait développé des capteurs spécialement accordés à l'attention de Theo Lancaster. Le silence dans la bibliothèque n'était rompu que par le grattement de son stylo sur le papier et le cliquetis distant de la vaisselle depuis la cuisine. Dehors, elle entendait les oiseaux chanter et le murmure du vent à travers les vignes. « Tu as changé de coiffure », dit soudain Theo, sa voix brisant le calme comme une pierre jetée dans du verre. Lyra leva les yeux, le trouvant en train de l'observer avec une intensité qui fit trébucher son cœur. « Ils sont plus longs », continua-t-il, la voix plus basse maintenant, presque intime. « Ça te va bien. Ça rend tes yeux plus sombres. » Elle cligna des yeux, momentanément muette. Comment pouvait-il parler de ses cheveux et faire en sorte que cela sonne comme s'il disait quelque chose de complètement différent, quelque chose de bien plus dangereux? « Merci », murmura-t-elle, baissant à nouveau les yeux sur les papiers, même si les mots semblaient désormais flous et dénués de sens. Elle entendit le froissement du tissu, le bruit de pas sur le tapis perçant. Et puis il fut là, debout de l'autre côté de la table, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur irradier de son corps. « Tu as besoin d'aide pour ça ?» Il se pencha en avant, appuyant ses mains sur la table, ses doigts à quelques centimètres des siens. « J'ai fait une analyse de marché pour l'expansion. J'ai peut-être des idées qui pourraient t'aider. » Lyra aurait dû dire non. Aurait dû maintenir la distance professionnelle qu'elle avait travaillé si dur à établir. Mais quand elle leva les yeux et trouva ses yeux gris étudiants avec quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité mêlée de désir, les mots moururent dans sa gorge. « Bien sûr », s'entendit-elle dire. « Toute aide serait utile. » Il tira une chaise pas de l'autre côté de la table, mais juste à côté d'elle, si proche que leurs épaules se touchaient presque quand il s'assit. Son odeur l'enveloppa à nouveau, ce mélange de cèdre et de quelque chose d'uniquement Theo qui faisait tourner ses sens. Ils travaillèrent en silence quelques minutes, la tête penchée sur les documents, leurs doigts se frôlant occasionnellement quand ils pointaient la même ligne de texte. Chaque contact accidentel était comme une étincelle électrique, brève mais impossible à ignorer. « Tu te souviens ?» dit doucement Theo, les yeux toujours sur les papiers, « quand nous venions ici et prétendions être des explorateurs planifiant des expéditions. » Lyra sourit malgré elle. « Tu insistais toujours pour être le capitaine, » répondit-elle, « et tu me laissais toujours croire que j'étais aux commandes alors que tu prenais en réalité toutes les décisions importantes. » Il tourna la tête pour la regarder, et soudain leur visage était dangereusement proche. Certaines choses ne changent jamais. Son souffle se bloqua. Elle pouvait voir les éclats d'argent dans ses yeux gris, compter les légères taches de rousseur sur l'arête de son nez, voir la façon dont ses lèvres se courbaient légèrement au coin. Theo. Elle ne savait pas si c'était un avertissement ou une supplication. « Tu m'as manqué, Lyra. » Les mots sortirent crus, honnêtes, et elle vit leur vérité inscrite sur chaque ligne de son visage. « Chaque jour, chaque fichu jour à New York, je pensais à toi. Je me demandais ce que tu faisais, si tu étais heureuse, si tu pensais à moi aussi. » Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Tu n'as jamais appelé, jamais écrit. Parce que je savais que si j'entendais ta voix, je ne pourrais pas rester éloigné. » Il leva lentement la main, comme pour lui laisser le temps de reculer, et quand elle ne bougea pas, il effleura doucement une mèche de cheveux tombée sur son visage, la glissant derrière son oreille. Le contact fut si doux, si tendre qu'elle sentit des larmes lui piquer les yeux. « Nous ne pouvons pas, » murmura-t-elle. Mais elle ne s'éloigna pas, « Tu sais que nous ne pouvons pas. » « Pourquoi pas ?» Sa main était toujours près de son visage, ses doigts traçant désormais la ligne de sa mâchoire avec une révérence qui faisait trembler tout son corps. « Donne-moi une bonne raison, Lyra. Une raison qui ne concerne pas ce que les autres penseront. » Elle ferma les yeux, essayant de rassembler une force qui semblait l'avoir abandonnée. « Parce que quand tu repartiras et tu repartiras, ce sera moi qui resterai ici. Et je ne peux pas me permettre de vouloir quelque chose que je ne pourrai jamais avoir. » Quand elle rouvrit les yeux, elle le trouva en train de la regarder avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Et si je te disais que je n'ai pas l'intention de partir ou que ce soit ?» Sa voix était rauque, chargée d'émotion. « Et si je te disais que je suis rentré à la maison parce que j'ai enfin compris que la maison n'avait jamais été cet endroit ?
Que ça a toujours été toi. Les mots flottèrent en re, lourds et dangereux et pleins de promesses qu'elle n'osait pas croire. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'ouvrit à la volée. Oh, vous voilà tous les deux. La voix joyeuse de Margaret, l'assistante d'Eleanor, trancha le moment comme une lame. Lyra, ma chère, les fleuristes viennent d'arriver et ils insistent pour vous parler des orchidées. Quelque chose à propos de la couleur qui ne va pas. Lyra se leva si vite que la chaise manqua de basculer. Bien sûr. J'arrive. Elle rassembla ses papiers de main tremblante, évitant soigneusement le regard de Théo. Merci pour l'aide. Elle s'enfuit pratiquement de la bibliothèque, le cœur battant encore à tout rompre, la peau encore frémissante là où il l'avait touchée. Derrière elle, Théo resta assis dans la chaise vide, la tête entre les mains, se demandant comment il allait survivre à être si proche d'elle sans pouvoir la voir complètement. Dehors, par la fenêtre, des nuages d'orage commençaient à s'amonceler à l'horizon, un présage du tumulte émotionnel qui ne faisait que commencer. La nuit du gala arriva enveloppée d'une atmosphère d'anticipation électrique. Le manoir Lancaster avait été transformé en un décor de conte de fées. Les lustres en cristal projetaient des prismes de lumière dorée sur les murs de marbre. Des compositions de roses blanches et d'orchidées violettes parfumaient l'air d'un parfum enivrant, et le son doux d'un quatuor à cordes flottait dans les couloirs comme une mélodie de rêve. Lyra avait passé les 3 derniers jours plongée dans des préparatifs frénétiques, veillant à ce que chaque détail soit parfait. Elle avait évité Théo autant que possible humainement, érigeant des murs de professionnalisme et de distance chaque fois que leurs orbites menaçaient de se croiser. Mais ce soir, cachée dans sa chambre temporaire dans les quartiers du personnel, tandis qu'elle ajustait la robe couleur vin qu'elle avait choisie des semaines auparavant, elle savait qu'il n'y aurait pas d'échappatoire. La robe était une déclaration, sans bretelles, avec un décolleté en cœur qui épousait sa poitrine de façon respectueuse mais indéniablement sensuelle, une taille marquée qui accentuait ses courbes, et une jupe qui tombait en couche de satin jusqu'à ses chevilles. La couleur vin profond contrastait magnifiquement avec son teint doré, faisant paraître ses yeux bruns encore plus intenses. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon bas et élégant, laissant quelques mèches libres encadrer son visage. Quand elle se regarda dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui s'y reflétait. Ce n'était plus la fille qui courait pieds nus dans les vignes. C'était quelqu'un qui avait sa place à cette soirée, dans ce monde de champagne et de conversations sophistiquées. Mais en descendant l'escalier de service, son cœur cognait avec un mélange d'anxiété et de quelque chose de plus profond, la conscience aiguë que Théo serait là, et que la voir ainsi changerait quelque chose d'irrévocable en eux. La salle de bal était bondée quand elle s'y glissa discrètement par l'une des portes latérales. Plus de 200 invités circulaient dans la pièce, investisseurs internationaux, distributeurs de vin, célébrités locales, tous vêtus de leurs plus beaux atours. Les conversations se fondaient en un bourdonnement constant ponctué par le tintement des verres en cristal et des rires polis. Lyra prit position près du personnel de restauration, vérifiant mentalement chaque élément de la soirée. Tout se déroulait parfaitement. Les serveurs circulaient avec des plateaux de canapés. Le vin coulait généreusement, et le père de Théo, William Lancaster, était déjà au centre d'un groupe d'investisseurs, sa voix confiante emplissant l'espace tandis qu'il parlait de l'expansion sur les marchés asiatiques. C'est alors qu'elle le vit. Théo se tenait de l'autre côté de la salle de bal, dévastateur dans un smoking noir qui moulait son corps avec une coupe parfaite. Ses cheveux étaient peignés en arrière, révélant la ligne forte de sa mâchoire, et il tenait un verre de whisky avec cette aisance décontractée qui venait d'une vie entière de privilèges. Il parlait avec un groupe d'hommes plus âgés, sa posture détendue mais attentive, et puis, comme s'il avait senti le poids de son regard, il tourna la tête. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la pièce bondée, et Lyra vit le moment exact où il la vit vraiment. Elle vit la façon dont tout son corps se figea, comment le verre s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres, comment ses yeux s'écarquillèrent légèrement avant de s'assombrir d'une intensité qui fit se répandre une chaleur dans tout son corps. Il murmura une excuse au groupe et commença à traverser la salle de bal vers elle, sa démarche déterminée et prédatrice, comme un homme en mission. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, une voix suave l'interrompit. « Vous devez être Lyra. » Elle se tourna pour trouver un homme grand aux cheveux blonds et au sourire confiant qui lui tendait la main. Il portait un smoking impeccable et avait ce regard qui venait d'un vieux argent et d'une éducation coûteuse. Graham Mitchell, se présenta-t-il, sa main serrant fermement la sienne. Investisseur chez le groupe Rothschild. On m'a dit des choses merveilleuses sur la femme derrière cette soirée spectaculaire. C'est très gentil de votre part, répondit Lyra de façon professionnelle, intensément consciente que Théo s'était arrêté à quelques mètres,
observant l'interaction avec une expression indéchiffrable. La gentillesse n'a rien à voir là-dedans. C'est simplement reconnaître le talent. Graham se pencha légèrement plus près, sa voix baissant sur un ton plus intime. Dites-moi, une femme aussi talentueuse que vous m'accorderait-elle l'honneur d'une danse? Lyra hésita. Elle sentait le regard de Théo lui brûler la peau, pouvait voir du coin de l'œil la façon dont ses doigts se resserraient autour du verre de whisky jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Je devrais vraiment. S'il vous plaît, interrompit Graham avec un sourire charmant. Juste une danse. Vous avez travaillé sans relâche ce soir. Vous méritez de profiter un peu de la fête que vous avez créée. Avant qu'elle ne puisse refuser à nouveau, il la guidait déjà doucement vers la piste de danse, sa main reposant respectueusement sur son dos. L'orchestre entama une valse lente, et Lyra n'eut d'autre choix que d'accepter. Graham était un excellent danseur. Ses mouvements étaient fluides et confiants, la guidant sur la piste avec une habileté exercée. Il bavardait poliment, posant des questions sur son parcours, complimentant son travail. Mais Lyra n'entendait presque rien car ses yeux avaient trouvé Théo. Il se tenait au bord de la piste de danse, complètement immobile, la mâchoire si crispée qu'elle pouvait voir le muscle pulser. Ses yeux ne quittaient jamais les siens sombres, intenses, possessifs d'une manière qui lui nouait l'estomac de désir et de peur à parts égales. Quand Graham la fit tournoyer, sa robe coula autour de ses jambes comme du vin liquide, les couches de satin captant la lumière des lustres et créant un effet hypnotique. Elle sentait tous les regards de la pièce converger sur elle, sentait le poids de l'attention, mais seule une paire d'yeux comptait. « Vous êtes extraordinaire », murmura Graham près de son oreille, et elle sentit plus qu'elle ne vit Théo faire un pas en avant, tout son corps rigide de tension à peine contenue. La musique s'acheva, et Graham la ramena hors de la piste avec un sourire satisfait. « Merci pour cette danse. J'espère que nous pourrons. » Graham. La voix de Théo trancha l'air comme une lame froide et trop contrôlée. « J'ai besoin de parler avec Lyra maintenant. » Ce n'était pas une demande. Graham haussa les sourcils, clairement surpris par le ton, mais se reprit rapidement avec la grâce de quelqu'un habitué à naviguer dans des dynamiques sociales compliquées. « Bien sûr. Ce fut un plaisir, Lyra. » Théo n'attendit pas les politesses. Sa main se referma autour de son bras pas avec force, mais avec une fermeté indubitable qui envoya des vagues de chaleur à travers sa peau. « Viens avec moi. Théo, je ne peux pas simplement quitter là. Maintenant, Lyra. » Ses yeux rencontrèrent les siens, et ce qu'elle y vit fit mourir ses objections dans sa gorge. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de bien plus dangereux. C'était un besoin brut, un désir incontrôlé, une faim qu'il ne cherchait plus à cacher. Elle le laissa la guider à travers la foule, consciente des regards curieux qui les suivaient, des sourcils haussés, des murmures qui commenceraient avant même qu'il ne quitte la pièce. Mais en cet instant, avec sa main brûlant à travers le tissu fin de sa robe, avec son cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles, elle s'en fichait. Ils traversèrent le couloir, passèrent devant la galerie de portraits, montèrent un escalier, jusqu'à ce que Théo pousse la porte de la bibliothèque, cette même bibliothèque où, quelques jours plus tôt, il lui avait avoué qu'elle lui avait manqué. La porte se referma derrière eux avec un clic définitif, et soudain le silence fut assourdissant. La musique de la fête n'était plus qu'un murmure lointain, et tout ce que Lyra pouvait entendre était leur respiration accélérée. Il la relâcha et fit quelques pas, passant ses mains dans ses cheveux de frustration, ruinant la coiffure soigneuse. Quand il se tourna vers elle, ses yeux étaient sauvages. « Pourquoi dansais-tu avec lui ?» Les mots sortirent rudes, chargés d'émotion. « Parce qu'il me l'a demandé », répondit Lyra en croisant les bras sur sa poitrine autant pour se protéger que pour cacher le tremblement de ses mains. « Et parce que toi, tu ne me l'as jamais demandé. »« Jamais demandé ?» Il eut un rire sans humour. « Lyra, j'ai à peine réussi à m'éloigner de toi ce soir. Dès que je t'ai vue dans cette robe, tout ce que je voulais c'était t'emmener hors de cette pièce, te garder rien que pour moi, faire savoir à tout le monde que tu... » Il s'arrêta brusquement, sa mâchoire se crispant à nouveau. « Que je quoi ?» Elle fit un pas en avant, le cœur dans la gorge. « Finis ta phrase, Théo. » Il ferma les yeux, respirant profondément comme pour se contrôler. Mais quand il les rouvrit, tout contrôle avait disparu. « Que tu es à moi. Que tu l'as toujours été. » Les mots flottèrent dans l'air en reux, lourds et inévitables. Et puis il bougea, traversant l'espace en 3 longues enjambées. Soudain elle fut coincée entre son corps et l'étagère derrière elle. « Et mon Dieu,
Il était si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur irradier de lui comme d'une fournaise. Tu crois que je ne te vois pas? Sa voix était brisée. Tu crois que je ne t'ai pas désiré depuis l'instant où je suis revenu et t'ai vu là toute adulte, toute femme, toute belle et parfaite et si complètement hors de ma portée que ça fait mal de respirer. Théo. Son nom sortit comme un soupir, comme une prière. Il leva les mains, encadrant son visage avec une tendresse qui contrastait avec l'intensité de ses yeux. Ses pouces tracèrent ses pommettes, et elle se pencha dans le contact sans même s'en rendre compte. « Dis-moi que ce n'est pas seulement de l'amitié, murmura-t-elle. Dis-moi que tu ressens ce que je ressens. » Il pressa son front contre le sien, leurs souffles se mêlant, leurs lèvres à un souffle de distance. « Je ressens tout, Lyra. Tout, bon sang. » Et puis il n'y eut plus de mots car il l'embrassait. Le baiser fut dévastateur. Il n'était ni doux ni hésitant. C'étaient des années de désir réprimé explosant en un seul moment de reddition totale. Les lèvres de Théo capturèrent les siennes avec une faim qui lui affaiblit les genoux. Et si ce n'était la façon dont il la pressait contre l'étagère, elle se serait effondrée là. Lyra sentit ses mains monter instinctivement, s'enfouissant dans ses cheveux, le tirant plus près même s'il n'y avait plus d'espace entre leurs corps. Il avait le goût du whisky et de quelque chose de plus sombre, plus addictif. Il avait le goût de promesses dangereuses et de futurs impossibles. Théo grogna contre sa bouche un son bas, guttural qui résonna à travers son corps comme le tonnerre. Ses mains glissèrent de son visage à sa taille, la tirant encore plus près, et elle pouvait sentir chaque ligne dure de son corps pressée contre ses courbes douces. Le contraste était enivrant. Quand ils se séparèrent enfin pour respirer, tous deux haletaient, leur poitrine se soulevant et s'abaissant en synchronie désespérée. Théo posa à nouveau son front contre le sien, les yeux fermés comme pour mémoriser cet instant. « Mon Dieu, Lyra, murmura-t-il, la voix rauque et brisée. J'en ai rêvé pendant des années. Chaque fichue nuit à New York, j'ai rêvé de t'embrasser comme ça. » Elle tremblait dans ses bras, ses mains toujours emmêlées dans ses cheveux. « Pourquoi n'es-tu jamais revenu? Pourquoi m'as-tu laissé ici à penser que je n'étais que la fille de la gouvernante pour toi? » Il ouvrit les yeux alors, et ce qu'elle y vit lui coupa le souffle, douleur, regret, et quelque chose de si intense que son cœur se serra. Parce que j'étais un lâche. Ses mains remontèrent pour encadrer à nouveau son visage, ses pouces essuyant les larmes qu'elle n'avait même pas réalisé être en train de couler. Parce que j'avais 18 ans et que j'étais terrifié par ce que je ressentais pour toi. Parce que mon père m'avait clairement fait comprendre que j'avais un chemin à suivre, université, carrière, les bonnes relations et que tu ne rentrais pas dans cette équation parfaitement planifiée. Les mots étaient comme des couteaux, mais en même temps il y avait une honnêteté brutale qu'elle respectait plus que des mensonges gentils. Et maintenant, se força-t-elle à demander, même si une partie d'elle craignait la réponse. Qu'est-ce qui a changé? J'ai changé. Il fit glisser ses mains le long de ses bras, en tressant ses doigts aux siens. J'ai passé 8 ans à construire exactement le genre de vie que mon père voulait pour moi. J'ai fait les bons contacts, obtenu les bonnes promotions, fréquenté les bonnes femmes. Et tu sais ce que j'ai découvert? Elle secoua la tête, incapable de former des mots. Que rien de tout ça n'avait la moindre importance quand je rentrais chez moi chaque soir et que la seule personne que je voulais voir, la seule voix que je voulais entendre, était à 3000 kilomètres. Il porta l'une de ses mains à ses lèvres, embrassant ses articulations avec une révérence qui fit brûler de nouvelles larmes dans ses yeux. Tu as toujours été ma maison, Lyra. J'étais juste trop idiot pour m'en rendre compte jusqu'à maintenant. Ça me fait peur, admit-il doucement, sa vulnérabilité exposée et crue. Parce que j'ai passé des années à essayer de ne pas t'aimer, à me convaincre que nous n'étions que des amis d'enfance, que tu étais passé à autre chose, que je devais faire pareil. Et maintenant tu es là à dire toutes les bonnes choses et je veux tellement y croire. Alors croisi, il relâcha sa main pour faire glisser ses doigts le long de sa mâchoire, inclinant son visage jusqu'à ce qu'elle n'ait d'autre choix que de plonger dans ses yeux. Je ne te demande pas de me faire confiance aveuglément. Je sais que je dois le prouver, mais donne-moi une chance, Lyra. Laisse-moi te montrer que cette fois c'est différent. Que cette fois je reste. Elle voulait y croire, mon Dieu, comme elle voulait y croire. Mais des années d'autoprotection, d'ériger des murs autour de son cœur, ne pouvaient pas être abattues avec un baiser et de jolies paroles, aussi sincères soient-elles. Les gens vont parler, dit-elle, cherchant un raisonnement pratique quand l'émotionnel était trop effrayant à affronter. Ta famille, le personnel, tous ceux à cette soirée ils nous ont déjà vus partir ensemble comme un homme qui ne peut pas rester éloigné de la femme qu'il aime.
Il finit la phrase, et les mots la frappèrent avec la force d'un train de marchandises. Qu'il parte, Lyra. Je m'en fiche. Mais moi je m'en soucie. Les mots explosèrent d'elle avec plus de force qu'elle ne l'avait voulu. Elle s'éloigna de son contact, créant une distance physique parce que l'émotionnel devenait impossible à maintenir. Tu peux te permettre de ne pas t'en soucier parce que tu es un Lancaster. Tu peux faire ce que tu veux, et les gens appelleront ça excentrique ou passionné. Mais moi, je suis la fille de la gouvernante qui couche avec le fils du patron. Je deviens le cliché, l'opportuniste, là. Arrête. Le mot sortit comme un ordre, dur et définitif. Théo combla la distance qu'elle avait créée en 2 longues enjambées. Ne fais pas ça. Ne réduis pas ce que nous avons à quelque chose de sordide juste parce que tu as peur. J'ai peur, admit elle, la voix brisée. J'ai terriblement peur, Théo, parce que si je me donne à ça, si je te laisse entrer complètement et que ensuite tu changes d'avis ou réalises que ta famille ne l'acceptera jamais ou décide que New York est là où tu appartiens vraiment, je ne survivrai pas. Pas une deuxième fois. Il resta immobile, la regardant longuement, et elle vit le moment où quelque chose se solidifia dans son expression, une détermination de faire qu'elle reconnaissait de l'époque où ils étaient enfants et qu'ils décidaient de grimper au plus haut arbre ou d'explorer la partie la plus profonde du ruisseau. Une deuxième fois, demanda-t-il doucement. Que veux-tu dire, une deuxième fois? Lyra ferma les yeux, une partie d'elle regrettant de pouvoir avaler ces mots. Mais il était trop tard maintenant. Je suis déjà passé par là une fois, Théo, quand tu es parti la première fois. Quand tu as arrêté d'appeler, d'écrire, et que j'ai réalisé que pour toi ce n'avait été qu'une amitié d'enfance dont tu avais grandi. Mais pour moi. Elle rouvrit les yeux, le laissant voir toute la douleur qu'elle avait portée. Pour moi, c'était le jour où mon cœur s'est brisé, et j'ai passé les 8 années suivantes à essayer de le reconstituer. L'expression de Théo s'effondra complètement. Il semblait physiquement affecté par ces mots, comme si elle l'avait frappé. Lyra, je ne savais pas. Je n'ai jamais. Mon Dieu, j'étais si égoïste, si complètement aveugle. Je ne dis pas ça pour te faire te sentir mal, dit-elle rapidement, essuyant les larmes de ses joues du dos de la main. Je le dis parce que tu dois comprendre pourquoi je ne peux pas simplement me jeter tête la première là-dedans. Pourquoi j'ai besoin de plus que de jolies paroles et de baisers qui me font oublier mon propre nom. Il hocha lentement la tête, et elle vit le moment où il prit une décision. Il recula d'un pas, créant un espace respectueux entre eux, même si cela lui coûtait clairement. Tu as raison, dit-il, la voix plus calme maintenant, plus contrôlée. Je ne peux pas simplement attendre que tu me fasses confiance sur la base de sentiments. Je dois te le montrer par des actes, pas des mots. Lyra cligna des yeux, surprise par ce tournant. Que veux-tu dire? Je veux dire que je ne vais pas te mettre la pression. Je ne t'embrasserai plus jusqu'à ce que tu me le demandes. Un petit sourire triste courba ses lèvres. Même si ça me tue de le faire. Je vais te courtiser correctement, Lyra Torres. Je vais te montrer chaque jour que je ne vais nulle part. Que tu n'es pas une passade ou un fantasme. Tu es tout. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Et pour les gens qui parlent. Continua-t-il, la voix gagnant en force. Demain matin, je vais parler à mon père. Je vais lui faire clairement comprendre que je te veux à mes côtés pas comme employé, mais comme partenaire. Je vais t'offrir une vraie participation dans l'expansion du vignoble pas comme une faveur, mais parce que tu l'as mérité. Parce que personne ne connaît cet endroit, cette affaire, mieux que toi. Lyra le regarda fixement, muette. C'était plus qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Je ne laisserai personne te diminuer ou diminuer ce que nous avons, dit-il avec une intensité farouche. Je vais faire en sorte que tout le monde voit ce que je vois, une femme brillante, talentueuse, forte qui a transformé cet endroit en quelque chose de plus grand qu'il ne l'était. Et s'ils ne peuvent pas le voir, alors qu'ils aillent au diable. Un rire humide lui échappa, moitié sanglot, moitié soulagement. Tu crois vraiment que c'est si simple? Non. Il fut honnête. Je pense que ça va être compliqué et difficile, et que nous allons devoir nous battre pour ça. Mais Lyra. Il fit un pas en avant à nouveau, mais cette fois garda ses mains pour lui, respectant l'espace dont elle avait besoin. J'ai appris une chose en 8 ans loin d'ici. Rien de ce qui vaut la peine ne vient facilement. Et toi? Tu vaux chaque fichue bataille. Le silence s'étira en reux, chargé de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui planait encore dans l'air non dit.
Dehors, la fête continuait, musique jouant, voix riant, tintement des verres. Mais dans cet espace sacré, il n'y avait que deux, en équilibre au bord de quelque chose de terrifiant et de magnifique. J'ai besoin de réfléchir, dit enfin Lyra, la voix faible mais ferme. J'ai besoin de digérer tout ça. Combien de temps te faut-il, demanda-t-il, et il y avait une vulnérabilité dans la question qui la toucha profondément. Je ne sais pas. Des jours, peut-être des semaines. Elle croisa son regard. Mais Théo, je veux te croire. Je veux tellement que ce soit réel. Le sourire qui illumina son visage fut comme un lever de soleil. Alors j'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. Il se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte, regardant par-dessus son épaule. Mais juste pour information, cette robe elle va me hanter dans mes rêves pour les 100 prochaines années. Et sur ces mots, il partit, la laissant seule dans la bibliothèque avec le cœur battant, les lèvres gonflées, et pour la première fois en année une étincelle d'espoir brûlant dans sa poitrine. Les 3 jours suivants furent une torture douce et exquise. Théo tint parole d'une manière qui laissa Lyra à la fois frustrée et profondément touchée. Il ne l'embrassa pas, ne la toucha pas de façon inappropriée, mais sa présence était constante, une force gravitationnelle qu'elle ne pouvait ignorer, même quand elle essayait. Il apparut dans la cuisine au petit déjeuner, apportant des croissants frais de la boulangerie française qu'elle avait mentionné aimer des années auparavant. Il laissait de petites notes sur son bureau, rien d'extravagant, juste de simples observations. Tu as encore oublié de déjeuner. Il y a une assiette qui t'attend dans le chauffe-plat. Ou, les roses du jardin et ont enfin fleuri. Tu te souviens que tu disais toujours que c'était tes préférés. Et il regardait. Mon Dieu, comme il regardait. Lyra sentait ses yeux sur elle quand elle traversait une pièce, quand elle riait à quelque chose qu'un membre du personnel disait, quand elle s'étirait pour atteindre un dossier sur une étagère haute. C'était comme être traqué par un prédateur, sauf qu'il n'y avait rien de menaçant dans ce regard, juste une faim pure et un désir à peine contenu. Ce fut le matin du 4e jour que tout changea. Lyra était dans la serre en train de vérifier l'avancement des compositions florales pour un événement plus petit prévu le week-end suivant. L'air était humide et lourd du parfum de la terre mouillée et des fleurs en pleine éclosion. La lumière du soleil filtrait à travers le verre, créant un effet de bain de vapeur, et elle avait attaché ses cheveux en une queue de cheval haute, ne portant qu'un chemisier léger en coton et un pantalon en lin qui collait légèrement à sa peau à cause de l'humidité. Elle était si absorbée par l'examen d'une orchidée particulièrement récalcitrante qu'elle n'entendit pas la porte de la serre s'ouvrir. « Tu me fuis ?» Lyra sursauta, se retournant brusquement pour trouver Théo debout à l'entrée. Mais ce n'était pas le Théo poli et contrôlé qu'elle avait vu ces derniers jours. Ce Théo était mouillé par la pluie qui avait commencé à tomber dehors. Ses cheveux dégoulinaient d'eau. Sa chemise blanche était complètement trempée et collait à son corps comme une seconde peau, révélant chaque contour musculaire, chaque ligne de définition. Il avait l'air sauvage, dangereux, absolument magnifique. Je ne. Commença-t-elle, mais les mots moururent quand il commença à marcher vers elle avec cette démarche prédatrice qui lui nouait l'estomac. Si. Il ne s'arrêta pas avant d'être à quelques centimètres d'elle, si proche qu'elle pouvait voir les gouttes de pluie accrochées à ses cils, sentir la chaleur irradier de son corps malgré les vêtements mouillés. Et j'essaie, Lyra. J'essaie de te laisser de l'espace, du temps. Mais te voir tous les jours et ne pas pouvoir te toucher me tue. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Théo, nous étions d'accord. Je sais sur quoi nous étions d'accord. Il leva lentement la main, annonçant ses mouvements, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Quand elle ne bougea pas, il effleura doucement une mèche de cheveux échappée de sa queue de cheval, la glissant derrière son oreille avec une tendresse qui fit trembler ses jambes. Mais j'ai besoin de savoir, Lyra. Ça fait 4 jours. As-tu pris une décision ? Elle l'avait prise. Mon Dieu, elle l'avait prise dès la 2e nuit quand elle s'était réveillée au milieu de la nuit avec encore son goût sur les lèvres et le souvenir de ses mains sur sa peau. Mais l'admettre à voix haute rendait tout réel, irrévocable, terrifiant. Elle déglutit difficilement, se forçant à croiser son regard. J'ai peur. Je sais. Ses doigts tracèrent la ligne de sa mâchoire, et elle se pencha dans le contact sans réfléchir. Mais peur de quoi exactement ? Dis-le-moi pour que je puisse le faire disparaître. Que ce soit trop beau pour être vrai. Les mots sortirent en rafale. Que tu te réveilles un jour et réalises que tu as fait une erreur. Que ta famille ne m'acceptera jamais vraiment.
Que je perde non seulement toi, mais cet endroit, ce travail, tout ce que j'ai construit. Alors laisse-moi te rattraper, l'interrompit doucement. Laisse-moi te montrer que rien de tout ça n'arrivera. Que je ne me réveillerai pas en réalisant que j'ai fait une erreur. Parce qu'aimer toi n'est pas une erreur. C'est la seule chose juste que j'ai jamais faite. Des larmes brûlèrent ses yeux. Tu as dit, aimer. Oui. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, aucun doute dans ses yeux. Je t'aime, Lyra Torres. Je t'aime depuis que nous avions 16 ans et que tu m'as appris à identifier les différents cépages par l'odeur. Je t'aime depuis la première fois que tu as ri ce rire sans tenue qui fait froncer ton nez. Je t'ai aimé à New York quand je regardais la skyline et souhaitais que tu sois à mes côtés. Et je t'aime maintenant plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Le monde s'arrêta. Tout ce qu'elle pouvait entendre était la pluie tambourinant sur le toit de verre. Tout ce qu'elle pouvait sentir était la chaleur de son corps irradiant vers elle. Tout ce qu'elle pouvait voir était ses yeux gris pleins de vérité crue et de vulnérabilité absolue. Dis quelque chose, murmura-t-il. Et pour la première fois, elle vit une vraie peur sur son visage. S'il te plaît, Lyra, dis n'importe quoi. Tu es un idiot, dit-elle. Et puis, avant qu'il ne puisse assimiler les mots, elle le tirait vers le bas et écrasait ses lèvres contre les siennes. Ce baiser fut différent du premier. Il n'était pas désespéré ni urgent. Il était inévitable. C'était la marée atteignant enfin le rivage. C'était le soleil se levant après une longue nuit. C'était tout qui se mettait enfin en place après des années de désalignement. Théo grogna contre sa bouche, ses mains enfin glissant autour de sa taille et la tirant complètement contre lui. Elle se fichait qu'il soit mouillé. Se fichait que ses vêtements soient désormais trempés aussi. Tout ce qui comptait était la sensation de ses lèvres sur les siennes, son goût sur sa langue, la façon dont leur corps s'emboîtait comme des pièces de puzzle. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient lourdement, leurs fronts pressés l'un contre l'autre, leurs mains entrelacées entre leurs corps. Idiot, parvint-il à dire, un rire vibrant dans sa poitrine. Pour avoir mis 8 ans à revenir et me dire ça. Elle ouvrit les yeux, le laissant voir tout l'amour, la peur, l'espoir, le besoin. Parce que moi aussi je t'aime, idiot. Je t'ai toujours aimé. Depuis cet été où tu m'as appris à nager dans le ruisseau et promis que tu ne me laisserais jamais me noyer. Quelque chose se brisa dans son expression, toutes les défenses, tous les murs, tout s'effondrant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la vérité crue. Lyra. Et oui, continua-t-elle, la voix plus forte maintenant. Oui à tout. Oui à te donner une chance. Oui à construire quelque chose ensemble. Oui à être ta partenaire. Oui à... Il l'embrassa à nouveau, cette fois avec une révérence qui fit enfin couler les larmes de ses yeux. C'était adoration et gratitude et promesse tout en un baiser dévastateur. Merci, murmura-t-il contre ses lèvres. Merci de me faire confiance. Je jure que je ne gaspillerai pas ça. Tu as intérêt à ne pas le gaspiller, dit-elle, parvenant à sourire à travers les larmes. Parce que si tu me fais du mal, ma mère a accès à tous les couteaux de cuisine. Il rit un vrai rire profond et sincère qu'elle sentit résonner dans ses propres os. Bien noté. Ils restèrent ainsi de longs moments, simplement à se tenir l'un l'autre tandis que la pluie continuait à tomber dehors, créant un monde privé rien que pour eux. Ses mains traçaient des motifs paresseux sur son dos, et elle posa la tête contre sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur. Et maintenant, que se passe-t-il ? Demanda-t-elle enfin. Maintenant, dit-il, la voix douce mais déterminée, j'ai parlé à mon père aujourd'hui lui faire comprendre clairement que je te veux comme partenaire, que je vois un avenir pour nous à construire cet endroit ensemble. Et puis il recula suffisamment pour plonger dans ses yeux. Ensuite je t'emmène dîner. Un vrai dîner. Bougies, vin, tout le tralala. Te courtiser comme j'aurais dû le faire il y a des années. Ça semble effrayamment normal, admit-elle. Bien. Il sourit ce sourire lent et dévastateur qui faisait des choses dangereuses à son self-control. Parce que je veux te donner du normal. Je veux te donner des rendez-vous et des fleurs et toute la romance cliché que tu mérites. Mais aussi, ses yeux s'assombrirent, sa voix baissant sur un ton qui fit se répandre de la chaleur dans son corps. Je veux aussi te donner ça. Il l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, ses mains glissant de sa taille à ses hanches, la tirant si près qu'il n'y avait plus d'espace entre leurs corps. Elle pouvait sentir chaque ligne dure de lui presser contre elle, pouvait sentir la preuve physique de combien il la désirait,
et son propre corps répondit avec une chaleur liquide qui se répandit de son centre jusqu'au bout de ses doigts. Théo, gémit-elle quand ses lèvres quittèrent les siennes pour tracer une ligne de feu le long de son cou. Nous ne pouvons pas. Pas ici. Je sais. Il mordilla doucement l'endroit où son cou rejoignait son épaule, et elle dut s'accrocher à ses épaules pour rester debout. Mais tu m'as demandé de t'embrasser à nouveau, donc techniquement je ne fais que suivre les ordres. Elle rit, le son sortant essoufflé et un peu désespéré. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Non. Il recula, ses yeux dansant de malice et de quelque chose de bien plus sombre. Alors sois plus précise la prochaine fois. La prochaine fois, le taquina-t-elle, parvenant à retrouver un reste de contrôle. Je serai très précise sur exactement ce que je veux que tu me fasses. L'effet de ces mots fut immédiat. Ses yeux s'assombrirent jusqu'à devenir presque noirs, sa mâchoire se crispa, et elle sentit le tremblement qui le traversa. Tu essaies de me tuer, l'accusa-t-il, mais il y avait de l'admiration dans sa voix. Je te donne juste une raison de te dépêcher pour cette conversation avec ton père. Elle se hissa sur la pointe des pieds et pressa un baiser chaste enfin, relativement chaste sur ses lèvres. Maintenant va-t'en, avant que je change d'avis sur faire les choses correctement. Il grogna mais obéit, reculant d'un pas, créant une distance qui leur faisait clairement mal à tous les deux. Tu es cruel. Tu m'aimes, rétorqua-t-elle. Que Dieu me vienne en aide, oui. Et la façon dont il le dit avec révérence et exaspération et quelque chose proche de l'émerveillement fit gonfler son cœur jusqu'à ce qu'elle pense qu'il pourrait éclater. Il quitta la serre, repartant sous la pluie, et elle le regarda à travers le verre embué tandis qu'il courait vers le manoir, sa silhouette devenant progressivement simple silhouette floue. Quand il disparut de sa vue, Lyra pressa ses doigts contre ses lèvres gonflées, sentant le sourire qu'elle ne pouvait réprimer s'étendre sur son visage. Pour la première fois en 8 ans, elle s'autorisa à croire que peut-être les contes de fées pouvaient être réels. La conversation de Théo avec William Lancaster eut lieu cet après-midi-là derrière les portes fermées du bureau lambrissé d'acajou qui sentait les cigares cubains et l'ambition générationnelle. Lyra n'était pas présente, mais elle entendit les rumeurs. Cela commença avec Margaret, l'assistante d'Eleanor, qui mentionna nonchalamment pendant le déjeuner qu'il y avait eu des voix élevées venant du bureau. Puis ce fut Maria, l'une des cuisinières, qui chuchota que M. Lancaster avait appelé sa femme à rejoindre la conversation. Et enfin, vers 3 heures de l'après-midi, sa propre mère apparut dans son bureau temporaire avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Mija », dit doucement Rosa Torres en fermant la porte derrière elle. C'était une petite femme, mais il y avait une force en elle forgée par des années de travail dur et d'élever une fille seule. « Nous devons parler. » L'estomac de Lyra se noua. « Maman, je sais. » Rosa leva la main, arrêtant les mots avant qu'ils ne puissent se former. Elle tira une chaise et s'assit, ses yeux si semblables à ceux de Lyra étudiant son visage avec l'intensité de quelqu'un qui connaissait chaque secret. Théo a parlé à William de toi. De vous deux. Lyra sentit le sang quitter son visage. Comment le sais-tu? Parce qu'Eleanor est venue me voir il y a 20 minutes. Rosa soupira, et pour la première fois Lyra remarqua les rides d'inquiétude autour des yeux de sa mère. Elle voulait savoir si j'étais au courant de la relation naissante entre toi et son fils. Et qu'as-tu dit? La voix de Lyra sortit plus petite qu'elle ne l'aurait voulu. Je lui ai dit la vérité que je voyais la façon dont vous vous regardez tous les deux et que je ne suis pas aveugle. Rosa se pencha en avant, prenant les mains de sa fille. Lyra, Mija, j'ai besoin de savoir. Est-ce réel, où es-tu? Tu sais que les gens vont penser que j'utilise lui, termina amèrement Lyra. Que j'essaie de grimper l'échelle sociale en couchant avec le patron. Je sais, maman. Crois-moi, je sais exactement ce que les gens vont penser. Je me fiche de ce que les gens pensent, dit farouchement Rosa en serrant les mains de Lyra. Je me soucie de toi. Je me soucie de savoir si ton cœur va se briser quand il réalisera que leur monde et le nôtre ne se mélangent pas aussi facilement qu'il le pense. Les mots étaient comme des flèches, chacune touchant la cible parce qu'elles étaient les mêmes peurs que Lyra avait nourries dans son propre cœur. Il a dit qu'il m'aime, murmura Lyra, des larmes brûlant ses yeux. Il a dit qu'il veut construire un avenir avec moi. Qu'il veut me faire partenaire dans l'expansion. Rosa resta silencieuse un long moment, ses pouces traçant des cercles sur les mains de Lyra, un geste réconfortant qu'elle faisait depuis que Lyra était enfant. Et tu le crois? Je veux le croire. L'aveu sortit brisé.
Mais j'ai terriblement peur, maman, parce que si je me donne complètement et que ça se termine. Alors tu survivras, l'interrompit Rosa avec une fermeté surprenante. Tout comme j'ai survécu quand ton père nous a quittés. Tout comme nous avons survécu à chaque chose dure que la vie nous a lancée. Tu es une Torres, Mija. Nous ne nous brisons pas facilement. Lyra laissa échapper un rire humide, essuyant les larmes qui avaient commencé à couler. J'ai hérité de ton entêtement, entre autres choses. Rosa sourit, mais ensuite son expression redevint sérieuse. Mais Lyra, tu dois comprendre quelque chose. Si tu fais ça, si tu construis vraiment une vie avec Théo, il y aura des batailles. Sa famille finira peut-être par l'accepter, mais la société, les autres familles de vignobles, leurs vieux amis, ils vont te regarder et voir la fille de la gouvernante qui a décroché le fils Lancaster. Je sais. Laisse-moi finir. Rosa serra ses mains plus fort. Ce que je dis, c'est que tu dois être prête à te battre. Pas seulement pour lui, mais pour toi, pour ta place à la table, pour le respect que tu devras arracher des mains de gens qui pensent que tu ne le mérites pas. Et tu ne peux pas laisser l'amour, aussi réel soit-il, te faire oublier ta propre valeur. Les mots s'enfoncèrent profondément, se posant quelque part près de son centre. Comment es-tu devenu si sage? Des années à observer les riches faire des choix stupides, répondit sèchement Rosa, arrachant un vrai rire à Lyra. Maintenant dis-moi qu'a exactement proposé Théo à William. Avant que Lyra ne puisse répondre, un coup à la porte les interrompit. Elles se tournèrent toutes deux pour voir Théo debout dans l'encadrement, sa cravate défaite, ses cheveux en désordre comme s'il y avait passé la main à plusieurs reprises. Il avait l'air épuisé mais déterminé. « Madame Torres, dit-il respectueusement en entrant dans la pièce. Puis-je voler votre fille un moment ?» Rosa l'étudia avec le genre de regard que seules les mères peuvent porter, évaluant, jugeant, pesant la valeur de son art en un seul coup d'œil. Quoi qu'elle ait vu, cela passa un certain test car elle hocha la tête et se leva. « Si tu lui fais du mal, Théodore Lancaster, dit-elle doucement, mais il y avait de l'acier dans sa voix, il n'y aura pas d'endroit sur terre où tu pourras te cacher de moi. » Théo ne broncha pas. « Si je lui fais du mal, madame, je me livrerai volontairement pour la punition que vous jugerez appropriée. » Rosa hocha la tête, puis passa devant lui vers la porte. Elle s'arrêta à côté de Lyra, pressant un baiser sur son front. « Sois courageuse, Mija, mais sois aussi intelligente. » Et puis ils furent seuls. Lyra se leva, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. « Comment ça s'est passé ?» Théo expira longuement, passant la main dans ses cheveux. C'était intense. Mon père n'a pas exactement sauté de joie au début. Son cœur sombra. Théo. Mais, l'interrompit-il en faisant deux longues enjambées vers elle et prenant ses mains, il a écouté. Et quand je lui ai présenté les chiffres, quand je lui ai montré exactement combien de cette expansion était le résultat direct de ton travail, de ton réseau, de ta vision, il n'a pas pu argumenter. Et ta mère, se força-t-elle à demander. Ma mère, dit Théo avec un petit sourire, a fait remarquer qu'elle avait toujours su que tu étais spécial et s'était demandé quand diable je finirais par le comprendre. Apparemment la moitié des femmes de cette propriété pariaient sur quand nous finirions enfin ensemble. Malgré la tension, Lyra sentit un rire lui échapper. Vraiment? Vraiment. Il la tira plus près, ses mains relâchant les siennes pour s'enrouler autour de sa taille. Mais je ne vais pas te mentir, Lyra. Il va y avoir de la résistance. Il y a déjà des rumeurs qui circulent parmi le personnel. Et quand nous annoncerons publiquement ta nouvelle position de partenaire, certaines personnes vont supposer le pire. Que j'ai couché pour arriver là, dit-elle crûment. Exactement. Ses yeux s'assombrirent de colère. Et chaque fois que quelqu'un insinuera ça, je vais les corriger fort et clairement. Mes amours. Le mot fit fondre quelque chose dans sa poitrine. Tu vas devoir développer une peau épaisse parce que certaines personnes vont dire des choses cruelles, et je ne pourrai pas te protéger de toutes. Je n'ai pas besoin de protection, dit Lyra avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. J'ai besoin d'un partenaire qui se tiendra à mes côtés pendant que je leur prouverai qu'ils ont tort. Le sourire qui illumina son visage fut comme le soleil perçant à travers des nuages d'orage. Ça je peux le faire. Il se pencha, pressant son front contre le sien. Mon père veut nous voir dans son bureau dans 1 heure. Il veut discuter officiellement des termes de ton partenariat. Son estomac fit un looping. 1 heure, assez de temps pour que tu respires, digères, et te souviennes que tu as mérité ça. Ses pouces traçaient des cercles sur ses hanches à travers le tissu fin de sa robe.
Tu as construit ça, Lyra. Je fais juste voir à mon père ce qui était toujours là. Elle hocha la tête, essayant de calmer les nerfs qui dansaient dans son estomac. Et après? Après, dit-il, ses yeux soutenant les siens avec une intensité qui fit sauter un battement à son cœur, après que tout sera officiel, je t'emmène à ce dîner que je t'ai promis. Et ensuite, si tu veux, nous pourrons commencer à comprendre ce que signifie vraiment construire une vie ensemble. Je veux ça, murmura-t-elle. Que Dieu me vienne en aide, je le veux si fort que ça me fait peur. Alors ayons peur ensemble. Il pressa un baiser doux sur son front, puis sur chaque joue, et enfin si brièvement que c'était presque une torture sur ses lèvres. Mais maintenant, nous allons montrer à mon père exactement pourquoi tu es indispensable à l'avenir de ce vignoble. Lyra passa l'heure suivante à se préparer changeant pour une tenue plus formelle, un tailleur bleu marine qui la faisait se sentir puissante et professionnelle. Elle releva ses cheveux en un chignon élégant, appliqua un maquillage minimal mais soigné, et se regarda dans le miroir avec une détermination de fer. Tu mérites ça, se dit-elle. Tu as travaillé pour ça. Ne laisse personne, pas même toi-même, te faire oublier ça. Quand elle retrouva Théo devant le bureau de William, il s'arrêta net, ses yeux s'écarquillant. Mon Dieu, souffla-t-il. Tu ressembles à une PDG. Une force de la nature. Bien, répondit-elle en lissant le devant de sa veste. Parce que c'est exactement ce que j'ai l'intention d'être. Il sourit ce sourire fier et admiratif qui lui donnait l'impression de pouvoir conquérir le monde. Prête? Elle inspira profondément, redressa les épaules, et hocha la tête. Prête. Ils entrèrent ensemble, côte à côte. Et quand William Lancaster leva les yeux de son bureau et les vit, la Théo et Lyra, unis dans le but et la détermination, quelque chose dans son expression changea. Reconnaissance, peut-être, ou respect. Asseyez-vous, dit-il en désignant les fauteuils en cuir devant son bureau. Discutons de l'avenir des vignobles Lancaster. Et tandis que Lyra s'asseyait avec Théo à ses côtés et sa main trouvant la sienne sous la table en soutien silencieux, elle réalisa que peu importe ce qui viendrait ensuite, les commérages, les jugements, les batailles, elle était prête. Parce que pour la première fois de sa vie, elle ne se battait pas seule. La réunion avec William Lancaster dura près de 3 heures de chiffres, de projections, de discussions sur les parts d'équité et les responsabilités. Lyra présenta ses idées pour l'expansion avec une confiance qui la surprit même elle-même. Elle parla de partenariats stratégiques avec des distributeurs européens, de création d'expériences exclusives d'énotourisme, de transformation de la marque Lancaster en quelque chose qui transcendait les générations. William écouta avec une attention croissante, posant des questions pointues qui testaient non seulement ses connaissances mais sa vision. Et quand il finit par pousser un contrat à travers le bureau, lui offrant une participation de 15% dans la nouvelle division d'expansion internationale, Lyra dut cligner plusieurs fois des yeux pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Vous l'avez mérité, dit simplement William, la voix factuelle. Mon fils est peut-être passionné, mais il n'est pas idiot. Et moi non plus. Vous avez un don pour cette affaire, mademoiselle Torres. Ce serait stupide de ma part de ne pas le reconnaître. Quand ils quittèrent le bureau, le soleil avait déjà commencé à se coucher, peignant le ciel en nuances d'ambre et de rose. Lyra tenait une copie du contrat contre sa poitrine, ses mains tremblant encore légèrement d'adrénaline et d'incrédulité. Tu as été incroyable là-dedans, dit Théo dès qu'ils furent seuls dans le couloir. Sa voix était chargée d'admiration et de quelque chose de plus sombre, plus intense. Te regarder démonter chaque objection de mon père était extrêmement attirant. Lyra rit, sentant la tension des dernières heures commencer enfin à se dissiper. Attirant, hein? Dévastateur. Il fit un pas plus près, sa voix baissant sur ce ton rauque qui faisait des choses dangereuses à son self-control. Mais maintenant que les affaires sont terminées, je crois que je te dois un vrai dîner. Elle baissa les yeux sur son tailleur froissé, ses cheveux qui avaient commencé à s'échapper du chignon pendant la réunion. Je ressemble à un désastre. Tu es parfaite. Ses yeux la parcoururent d'une façon qui fit se répandre de la chaleur dans tout son corps. Mais si tu veux te changer, je peux attendre. Ou. Un sourire lent et dangereux courba ses lèvres. Je peux t'aider. Son cœur sauta. Théo Lancaster. Flirtes-tu effrontément avec moi? Absolument. Il ne montra aucun remords. Maintenant que tu es officiellement ma partenaire commerciale, je peux flirter avec toi sans aucun conflit d'intérêt. C'est libérateur, en fait. Elle leva les yeux au ciel mais ne put réprimer le sourire.
donne-moi 30 minutes pour me préparer, et ensuite tu pourras m'emmener à ce mystérieux dîner. Marché conclu. Il se pencha, pressant un baiser rapide mais prometteur sur ses lèvres. Je te retrouve à l'entrée principale. Lyra flotta pratiquement jusqu'à ses quartiers, se changeant pour une robe simple mais élégante en vert émeraude qui épousait ses courbes et s'arrêtait juste au-dessus des genoux. Elle laissa ses cheveux détachés, permettant aux vagues de tomber sur ses épaules, et appliqua juste une touche de maquillage mascara, gloss, un léger blush. Quand elle descendit l'escalier 25 minutes plus tard, elle trouva Théo qui l'attendait à l'entrée, vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise blanche aux manches retroussées. Il tenait un petit bouquet de roses sauvages, rien d'extravagant, juste un arrangement simple et sincère qui fit fondre son cœur. « Pour toi, dit-il en lui offrant les fleurs, parce que tu mérites d'être courtisée correctement. » Elle prit le bouquet, inhalant le parfum délicat. « Où allons-nous ? » C'est une surprise. Il lui offrit son bras, et elle l'accepta, le laissant la guider hors du manoir. Mais au lieu de se diriger vers le parking, Théo la mena à travers les jardins, suivant un chemin de pierre qu'elle connaissait bien, le chemin menant à la vieille serre à l'arrière de la propriété. « Théo ?» Elle le regarda avec curiosité. « Que mijotes-tu ? » ?»« Patience, murmura-t-il, mais il y avait une lueur malicieuse dans ses yeux qui la rendit suspicieuse. Quand ils atteignirent la serre, Lyra s'arrêta net, le souffle coupé. La serre avait été complètement transformée. Des centaines de guirlandes lumineuses étaient suspendues au plafond de verre, créant un dais d'étoiles. Une petite table pour deux était dressée au centre, couverte d'une nappe blanche impeccable, de bougies allumées, et de ce qui semblait être un dîner complet attendant sous des cloches en argent. Une musique douce jouait depuis un haut-parleur caché, quelque chose de classique et romantique qu'elle ne pouvait identifier. « Quand as-tu, comment as-tu ? » J'ai eu de l'aide, admit Théo en la guidant à l'intérieur. L'air était parfumé de l'odeur des fleurs et de quelque chose de délicieux en train de cuire. Maria a préparé ton plat préféré. Margaret a aidé avec les décorations, et j'ai peut-être soudoyé 2 jardiniers pour accrocher les lumières pendant que tu étais en réunion. Des larmes piquèrent ses yeux. Tu as fait tout ça pour moi. Je ferai n'importe quoi pour toi. La sincérité dans sa voix était absolue. Maintenant, s'il te plaît, assieds-toi et laisse-moi te gâter correctement. Le dîner fut parfait. Maria avait préparé un risotto aux champignons sauvages, le plat préféré de Lyra, accompagné d'asperges grillées et un vin rouge exceptionnel de la cave Lancaster elle-même. Ils parlèrent de tout et de rien, souvenirs d'enfance, rêves pour l'avenir, blagues internes que seul comprenait. Mais sous la conversation légère, il y avait un courant de tension électrique, inévitable, qui montait avec chaque regard partagé, chaque contact accidentel de doigts atteignant le même verre de vin. Quand ils terminèrent le dessert panna cotta avec glace à la vanille, Théo se leva et lui tendit la main. « Danse avec moi. » Il n'y avait pas de musique en cet instant, mais Lyra posa quand même sa main dans la sienne, le laissant la tirer dans ses bras. Il prit son téléphone de sa poche, appuya sur play, et une mélodie douce commença, quelque chose de lent et intime qui semblait avoir été choisi spécifiquement pour ce moment. Ils se balancèrent doucement, leurs corps pressés l'un contre l'autre, sa tête reposant contre sa poitrine où elle pouvait entendre le rythme régulier de son cœur. Leurs mains étaient entrelacées en reux, et son autre main reposait sur la courbe de son dos, ses doigts traçant des motifs paresseux qui lui envoyaient des frissons le long de l'échine. « Merci, murmura-t-elle contre sa poitrine. Pour tout ça. Pour t'être battue pour moi. Pour avoir cru en moi. Lyra. » Il arrêta de danser, utilisant son doigt pour relever son menton jusqu'à ce qu'elle plonge dans ses yeux. « Tu n'as pas besoin de me remercier pour faire ce que j'aurais dû faire il y a des années pour te donner ce que tu as toujours mérité. » Et puis il l'embrassait. Et ce baiser fut différent de tous les autres. Il n'était pas urgent ni désespéré. Il était lent, profond, complet, comme s'ils avaient tout le temps du monde et qu'ils voulaient savourer chaque seconde. Ses mains montèrent, s'en mêlant dans ses cheveux, et il gémit doucement contre ses lèvres, le son vibrant à travers elles. Ses mains glissèrent de son dos à ses hanches, la tirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient lourdement, leurs yeux sombres de désir. « Lyra. » Sa voix sortit étranglée. « Si tu veux arrêter, tu dois me le dire maintenant, parce que dans une minute de plus je ne pourrai plus. » « N'arrête pas », les mots sortirent sans hésitation. « S'il te plaît, Théo, n'arrête pas. » Quelque chose se brisa dans son expression, le dernier fil de contrôle se rompant. Il l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois,
ses mains explorant les courbes de son corps à travers le tissu fin de sa robe. Elle s'arqua contre lui, ses propres doigts s'activant sur les boutons de sa chemise, désespéré de sentir sa peau contre la sienne. « Pas ici », murmura-t-il contre ses lèvres, même si ses mains débattaient clairement avec son cerveau. « Tu mérites mieux que le sol d'une serre. » Elle rit, le son sortant essoufflé et plus qu'un peu désespéré. « Je me fiche d'où. J'ai juste besoin de toi. » Il grogna un son bas et torturé. « Tu vas me tuer. » Mais ensuite il prenait sa main et la guidait hors de la serre, à travers les jardins. Mais au lieu de se diriger vers le manoir principal, il la mena sur un chemin différent, celui menant à petite maison d'hôte cachée parmi les arbres. C'était un charmant cottage rarement utilisé, avec des murs de pierre couverts de lierre et une cheminée cosy. « J'ai arrangé pour qu'elle soit prête », admit Théo en déverrouillant la porte. Au cas où. Maintenant, eh bien, au cas où. L'intérieur était chaleureux et intime, un profond canapé devant la cheminée où des bûches crépitaient déjà, créant des ombres dansantes sur les murs. Des pétales de rose étaient éparpillés le long du chemin menant à la chambre, et à travers la porte entrebâillée, elle pouvait voir d'autres bougies allumées. « Tu avais tout prévu » dit-elle en se tournant vers lui. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, seulement de l'émerveillement. « J'espérais, » corrigea-t-il en fermant la porte derrière eux. « Parce que j'espérais que tu finirais par dire oui. Et quand tu l'as fait, je voulais que ce soit parfait. » Des larmes brûlèrent à nouveau ses yeux, mais celles-ci étaient de bonheur. « C'est parfait. Tu es parfait. » Loin de là. Il traversa l'espace entre eux, ses mains encadrant son visage avec une tendresse qui contrastait avec le feu dans ses yeux. « Mais avec toi, je veux l'être. » Et puis il l'embrassait à nouveau. Et cette fois il n'y avait ni hâte ni interruption, rien que tous les deux et la promesse de tout ce qui allait venir. Ses mains trouvèrent la fermeture éclair de sa robe, la baissant lentement, révérencieusement, comme s'il déballait le cadeau le plus précieux. Le tissu glissa de ses épaules, tombant en un bassin vert à ses pieds, et elle se tint là en jute, sa lingerie vulnérable mais pas honteuse, ou l'intensité de son regard. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue », murmura-t-il, ses doigts traçant la ligne de sa clavicule jusqu'à la vallée entre ses seins, la faisant trembler. « Et je vais passer le reste de ma vie à te montrer à quel point tu es belle. » Elle atteignit sa chemise, terminant le travail commencé dans la serre, poussant le tissu de ses épaules jusqu'à ce qu'il soit lui aussi torse nu. Ses mains explorèrent les plans de sa poitrine, sentant les muscles se contracter sous son contact, sentant l'accélération de son cœur qui correspondait au sien. Il la souleva dans ses bras sans effort, et elle enroula ses jambes autour de sa taille tandis qu'il la portait vers la chambre, ses lèvres ne quittant jamais les siennes. Et quand il la posa doucement sur le lit, quand il se positionna au-dessus d'elle avec révérence et désir à parts égales, quand ses mains explorèrent enfin chaque centimètre de peau dont il avait rêvé toucher, Lyra sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle était complètement, irrévocablement, éternellement à lui, et il était à elle. La lumière des bougies projetait des ombres dorées dansantes sur les murs de la chambre, transformant l'espace en quelque chose d'intemporel, suspendu entre le réel et l'onirique. Lyra était allongée sur le lit, ses cheveux étalés sur les oreillers blancs comme de la soie noire, ses yeux fixés sur Théo tandis qu'il se positionnait au-dessus d'elle. Il s'arrêta un moment, la regardant simplement avec une intensité qui fit trébucher son cœur. Ses mains étaient appuyées de chaque côté de sa tête, ses bras tendus par la retenue, comme s'il se retenait de simplement dévorer chaque centimètre d'elle. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il, la voix rauque mais stable. « Parce que si tu changes d'avis à n'importe quel moment nous arrêtons. Peu importe jusqu'où nous sommes allés. » L'inquiétude dans sa voix, le respect absolu dans ses yeux, firent fondre complètement quelque chose en elle. C'était l'homme qu'elle aimait, pas seulement le Théo confiant et charmant que le monde voyait, mais celui-ci, l'homme vulnérable et attentif qui plaçait son confort au-dessus de son propre désir. « J'en suis sûr, murmura-t-elle, levant une main pour tracer la ligne de sa mâchoire. « Je te veux, Théo. Tout de toi. Maintenant. » Il ferma brièvement les yeux, comme pour absorber les mots, les laisser se poser quelque part de profond. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose d'almost révérencieux dans son regard. « Alors laisse-moi t'aimer, murmura-t-il, comme j'ai toujours voulu le faire. » Il commença par des baisers lents et profonds qui lui firent oublier son propre nom. Sa bouche explora la sienne avec une patience délicieuse, savourant, apprenant chaque angle, chaque soupir qui s'échappait de ses lèvres. Puis ses lèvres entamèrent un voyage le long de sa mâchoire, s'arrêtant à l'endroit sensible juste sous son oreille qui la fit halter. Il sourit contre sa peau, clairement ravi d'avoir découvert ce secret,
et continua à explorer le côté de son cou, la courbe de son épaule, la ligne de sa clavicule. Ses mains suivaient le chemin de sa bouche, traçant révérencieusement chaque courbe. Quand elles atteignirent la grave de son soutien-gorge, il s'arrêta, ses yeux rencontrant les siens en questions silencieuses. Elle hocha la tête, et il défit la graffe avec des doigts étonnamment habiles, faisant glisser les bretelles le long de ses bras jusqu'à ce que rien ne les sépare. Parfaite, souffla-t-il, ses yeux s'assombrissant tandis qu'il la buvait du regard. Absolument parfaite. Lyra sentit la chaleur monter à son cou, pas de honte, mais d'une conscience pure de combien elle était complètement exposée à lui physiquement et émotionnellement. Mais quand ses mains couvrirent ses seins, quand ses pouces effleurèrent ses tétons en cercle paresseux qui la firent s'arquer, toute gêne se dissipa en pure sensation. Théo, gémit-elle, ses propres mains explorant les plans de son dos, sentant les muscles onduler sous ses paumes. Je te tiens, murmura-t-il contre sa peau, sa bouche suivant le chemin de ses mains. Quand ses lèvres se refermèrent autour d'un téton sensible, elle haleta, ses doigts s'enfouissant dans ses cheveux. Il alternait entre tendresse et pression, apprenant ce qui la faisait soupirer, ce qui la faisait gémir, ce qui la faisait serrer ses jambes autour de lui dans un besoin croissant. Et avec chaque réponse, il murmurait des mots contre sa peau, belle. Parfaite. À moi. Chaque mot brûlait son chemin droit jusqu'à son cœur. Ses mains glissèrent plus bas, traçant la courbe de sa taille, la pente de ses hanches. Quand ses doigts s'accrochèrent à la ceinture de sa culotte, il s'arrêta à nouveau, ses yeux cherchant les siens. Oui, murmura-t-elle avant qu'il ne puisse demander. S'il te plaît, Théo, j'ai besoin de toi. Il fit glisser le tissu le long de ses jambes, le jetant quelque part sur le sol sombre, et puis elle fut complètement nue devant lui, vulnérable et exposée et absolument libre. Théo s'agenouilla entre ses jambes, ses mains glissant le long de l'intérieur de ses cuisses en une caresse mi-adoration, mi-promesse. Tu es si belle, dit-il, la voix brisée. Et tout à moi. Tout à toi, convint-elle, la vérité des mots résonnant à travers elle. Il l'embrassa à nouveau, pas sa bouche cette fois, mais l'intérieur de son genou et sa cuisse, remontant plus haut avec chaque baiser jusqu'à ce qu'elle tremble, ses mains agrippant les draps sous elle. Quand sa bouche atteignit enfin le centre de son besoin, elle cria son nom, son corps s'arquait hors du lit. La sensation était accablante, pas seulement le plaisir physique, mais l'intimité absolue de cela, la façon dont il la vénérait avec chaque contact, chaque baiser, comme si elle était quelque chose de sacré. Théo, je ne peux pas, c'est trop. Elle pouvait à peine former des mots cohérents, perdus dans des vagues de sensations qui montaient et montaient. Laisse-toi aller, murmura-t-il contre elle. Je te tiens, amour. Laisse-toi aller pour moi. Et elle le fit. Son orgasme la frappa comme une vague se brisant sur le rivage, la tirant sous l'eau et la laissant essoufflée, tremblante, complètement défaite. Il la tint à travers cela, ses mains stabilisant ses hanches, sa bouche s'adoucissant en baisers doux jusqu'à ce que les tremblements s'apaisent. Quand elle parvint à rouvrir les yeux, elle le trouva en train de la regarder avec une expression de pur émerveillement. « Tu es incroyable, dit-il en remontant le long de son corps. Te regarder te défaire. Mon Dieu, Lyra, je pourrais faire ça pendant des heures. Elle rit, le son sortant essoufflé mais sincère. Tu essaies de me tuer. Non, j'essaie de t'aimer comme tu le mérites. Il l'embrassa profondément, et elle pouvait se goûter sur ses lèvres ce qui aurait dû être étrange, mais était d'une certaine façon juste plus intime. Ses mains trouvèrent sa ceinture, travaillant la boucle de doigts tremblants. À mon tour, murmura-t-elle contre ses lèvres. Il l'aida, poussant son pantalon et son boxeur en un seul mouvement, les envoyant valser jusqu'à ce que enfin il n'y ait plus rien entre eux. Lyra laissa ses mains explorer, apprenant les contours de son corps de la même façon qu'il avait appris les siens. Chaque contact la faisait vouloir plus. Chaque son qu'elle tirait de lui nourrissait son propre désir croissant. Lyra, grogna-t-il quand sa main se referma autour de lui, son corps frissonnant. Si tu continues ça va se terminer beaucoup plus vite que je ne le veux. Elle sourit, se sentant puissante et désirée d'une façon qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Alors peut-être que tu devrais me prendre maintenant. Ses yeux s'assombrirent jusqu'à devenir presque noirs. Es-tu sûr? Nous pouvons attendre. Nous ne pouvons pas, Théo. Elle encadra son visage de ses mains, le forçant à plonger dans ses yeux. Je t'aime. Je te veux maintenant. S'il te plaît. Il hocha la tête, atteignant la table de nuit où il avait apparemment pensé à tout, une protection attendant là. Il se protégea rapidement, puis se positionna à nouveau au-dessus d'elle,
une main à côté de sa tête, l'autre se guidant vers elle. « Dis-moi si c'est trop, murmura-t-il en pressant son front contre le sien. « Dis-moi si tu as besoin que j'arrête. »« N'arrête pas, murmura-t-elle en retour. « Montre-moi que tu es à moi. » Il entra en elle lentement, doucement, lui laissant le temps de s'ajuster. La sensation était accablante, plénitude, connexion, intimité si profonde qu'elle fit monter des larmes à ses yeux. « Ça va » demanda-t-il à travers des dents serrées, son corps tremblant avec l'effort de rester immobile. Plus que ça, parvint-elle à dire, ses jambes s'enroulant autour de ses hanches, le tirant plus profondément. Parfait. Tu es parfait. Il commença alors à bouger un rythme lent et régulier qui monta progressivement, chaque poussée plus profonde que la précédente. Leurs mains étaient entrelacées à côté de sa tête, ses yeux fixés sur les siens. Et Lyra réalisa que c'était ce qui rendait l'amour différent du sexe, cette connexion, ce regard dans les yeux de l'autre, cette sensation d'âme se rencontrant autant que de corps. « Je t'aime » murmura Théo, son rythme s'accélérant. « Mon Dieu, Lyra, je t'aime tellement. »« Je t'aime » répondit-elle, sentant un autre orgasme monter différent du premier, plus profond, plus complet, comme si chaque cellule de son corps se réveillait. « Théo, je vais. »« Je sais. » Il ajusta légèrement l'angle, et soudain elle vit des étoiles. « Laisse-toi aller, amour. Viens avec moi. » Et elle le fit, son orgasme la traversant au moment exact où elle le sentit se briser, son nom au cri rauque sur ses lèvres. Ils s'accrochèrent l'un à l'autre à travers cela, deux corps bougeant comme un seul, deux âmes enfin se rencontrant au milieu. Quand ils redescendirent enfin, tous deux haletaient, en sueur, complètement dévastés de la meilleure façon possible. Théo roula sur le côté, la tirant avec lui pour qu'elle soit blottie contre sa poitrine, sa tête sur son cœur. Ils restèrent ainsi de longs moments juste respirant, juste étant. Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur son dos, et elle pouvait sentir son cœur ralentir progressivement sous sa joue. C'était. Commença-t-elle, mais ne trouva pas de mots adéquats. Ouais, convint-il en pressant un baiser dans ses cheveux. C'était. Elle se hissa sur un coude pour le regarder, et ce qu'elle vit dans ses yeux la fit retomber amoureuse de lui une nouvelle fois, tendresse, émerveillement, quelque chose proche de la révérence. « Tu es ma maison » murmura-t-elle, écho des mots qu'il avait prononcés des jours auparavant mais qui portaient désormais bien plus de poids. « Et tu es mon feu » répondit-il en la tirant vers le bas pour un autre baiser plus doux cette fois, mais pas moins significatif. « Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. » Ils firent l'amour à nouveau cette nuit-là plus lentement cette fois, explorant, apprenant, mémorisant. Et entre les moments de passion, ils parlèrent de rêves et de peurs, du passé et de l'avenir, de toutes les années perdues et de toutes les années à venir. Quand ils s'endormirent enfin, entrelacés si complètement qu'il était impossible de dire où l'un finissait et l'autre commençait, les premières lueurs de l'aube commençaient juste à peindre le ciel en rose. Et le matin, quand Lyra se réveilla dans les bras de Théo, sa première vue étant son visage détendu dans le sommeil, elle sut avec une certitude absolue que cet amour, cette connexion, cette promesse valait chaque risque, chaque peur, chaque bataille à venir. Parce que certaines choses, une fois trouvées, valent la peine de se battre pour les garder. Et Théo Lancaster, il valait définitivement la bataille. Les semaines qui suivirent cette nuit furent un mélange enivrant de travail intense, d'amour croissant, et de la résistance inévitable que Lyra avait prévue. Mais avec Théo à ses côtés stables, inébranlable, farouchement protecteur, elle affronta chaque défi la tête haute. Il y eut des murmures, bien sûr, regards en coin de membres du personnel plus âgés qui se souvenaient d'elle quand elle n'était qu'une petite fille courant dans les couloirs, commentaires voilés lors de dîners d'affaires quand des investisseurs demandaient ses qualifications, un article particulièrement cruel sur un blog de potins de l'industrie vinicole qui la décrivait comme la Cendrillon moderne qui avait troqué balai contre action. Mais pour chaque voix négative, il y en avait 10 qui la soutenaient. Sa mère, qui la serra fort et murmura « Tu prouves que nous sommes plus que ce qu'ils pensaient. » Eleanor Lancaster, qui devint étonnamment une alliée, coupant court au commérage avec une élégance glaciale chaque fois qu'il surgissait. Et William, qui après avoir vu Lyra négocier un contrat de distribution particulièrement difficile avec des investisseurs japonais hocha simplement la tête et dit « Vous avez l'instinct. Ça ne s'apprend pas. » Mais c'était Théo qui la maintenait ancrée, Théo qui apparaissait à son bureau avec du café quand elle travaillait tard, Théo qui lui tenait la main sous la table lors de réunions difficiles, Théo qui l'embrassait chaque nuit et murmurait des promesses d'avenir qu'elle commençait enfin à croire. Ce fut un vendredi après-midi, 3 mois après cette nuit transformatrice, que tout changea à nouveau.
Lyra était dans son nouveau bureau, un bel espace au 2e étage du manoir surplombant les vignobles, examinant des propositions pour l'ouverture grandiose de la nouvelle aile d'événements qui serait le cœur de l'expansion internationale. C'était un projet qu'elle avait conçu de zéro, et voir les plans architecturaux étalés sur son bureau la remplissait de fierté et de but. Un coup à la porte la tira de ses pensées. « Entrez », appela-t-elle sans lever les yeux, supposant que c'était Margaret avec d'autres documents. « J'espérais te trouver ici. » Elle leva les yeux pour trouver Théo debout dans l'encadrement de la porte. Mais ce n'était pas le Théo détendu habituel. Il portait un costume impeccable en gris anthracite qui moulait parfaitement son corps. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, et il y avait quelque chose dans son expression nervosité mêlée de détermination qui fit s'emballer son cœur. Que s'est-il passé? Elle se leva immédiatement, l'inquiétude colorant sa voix. Quelque chose ne va pas. Non. Il ferma la porte derrière lui et traversa la pièce vers elle. Rien ne va pas. Bien au contraire, en fait. Il s'arrêta devant son bureau, ses mains glissant dans ses poches dans un geste qu'elle reconnaissait comme son tic nerveux. Lyra, j'ai besoin de te montrer quelque chose. Peux-tu venir avec moi? La curiosité l'emporta sur l'inquiétude. Maintenant? J'ai un appel conférence dans 40 minutes. S'il te plaît. Il y avait quelque chose dans sa voix, une urgence sous-jacente qui n'était pas exactement du désespoir mais s'en approchait. Fais-moi confiance. Ça ne peut pas attendre. Elle étudia son visage un moment, voyant la sincérité là, l'importance non dite de quoi que ce cela soit. D'accord. Montre le chemin. Il laissa échapper un souffle soulagé, lui tendant la main. Elle la prit, et il la guida hors du bureau, en bas des escaliers, à travers les jardins. Mais au lieu de suivre un chemin familier, il la mena vers une partie du vignoble qu'elle visitait rarement, une section plus ancienne où les vignes étaient noueuses et anciennes, leurs racines profondément enfouies dans le sol riche. Au cœur de ce vieux vignoble se trouvait une clairière qu'elle connaissait bien. C'était laquelle et Théo venait enfant, où ils construisaient des forts avec des branches et faisaient des promesses enfantines de conquérir le monde ensemble. Mais la clairière n'était pas comme dans son souvenir. Au centre se trouvait une structure simple mais belle, une arche en bois entrelacée de blanches hortensias et de feuillage vert, avec des guirlandes lumineuses enroulées autour. Une petite table était dressée avec du champagne frais et 2 verres en cristal, et éparpillés autour en cercles concentriques se trouvaient des centaines, non, des milliers de pétales de rose en nuances de blanc et de rose pâle. Lyra s'arrêta au bord de la clairière, sa main voulant couvrir sa bouche. « Théo, qu'est-ce que tout ça ?» Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il la guida au centre de la clairière, s'arrêtant sous l'arche où la lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles, créant des motifs de lumière et d'ombre qui dansaient sur eux. « Te souviens-tu de cet endroit ?» demanda-t-il doucement, ses mains tenant les siennes. Bien sûr que oui. Des larmes brûlaient déjà ses yeux. Nous y passions des heures. Tu disais toujours qu'un jour tu construirais une maison ici, exactement à cet endroit. Et tu disais que ce serait idiot de construire une maison au milieu d'un vignoble, continua-t-il, un sourire courbant ses lèvres même à travers les larmes. Mais ensuite je disais que je me fichais que ce soit idiot parce que si c'était là où tu serais, alors c'était là où je voulais être. Les larmes commencèrent à couler maintenant, glissant sur ses joues. Je me souviens. J'avais 10 ans quand j'ai dit ça. Ses pouces essuyèrent ses larmes, même si ses propres yeux brillaient d'émotion. Et je ne comprenais pas pleinement ce que ça signifiait. Mais Lyra. Il inspira profondément comme pour se préparer. Je comprends maintenant. Et puis il s'agenouilla. Le monde entier s'arrêta. L'air quitta ses poumons en un halètement. Ses mains volèrent couvrir sa bouche. Et tout ce qu'elle pouvait faire était regarder cet homme beau, compliqué, parfait s'agenouiller dans la terre du vignoble où ils avaient grandi ensemble. Lyra Torres. Sa voix était stable, mais elle pouvait voir l'émotion briller dans ses yeux. Tu es la chose la plus constante dans ma vie. La seule certitude dans un monde d'inconnus. Quand j'avais 10 ans, je savais que je voulais être là où tu étais. Quand j'avais 18 ans, j'étais trop lâche pour admettre ce que ça signifiait. Et quand je suis revenu ici il y a 3 mois et t'ai vu dans ce couloir. Il s'arrêta, clairement luttant contre l'émotion. Je savais que j'avais passé 8 ans à fuir la maison alors que la maison avait toujours été toi. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche, l'ouvrant pour révéler la plus belle bague que Lyra ait jamais vue. Elle n'était pas extravagante ou excessive. Elle était parfaite,
un saphir bleu profond entouré de petits diamants sertis dans de l'or blanc délicat simple, élégante, intemporelle. Ce saphir, continua Théo, la voix s'épaississant, appartenait à ma grand-mère. Elle m'a dit peu avant de mourir que je devais le donner à la femme qui faisait se sentir mon cœur chez lui. Et il n'y a personne, Lyra, personne dans le monde entier qui me fasse me sentir plus complet, plus moi-même, plus chez moi que toi. Il s'arrêta, laissant les mots se poser entre eux. Autour d'eux, le monde semblait attendre. Les feuilles arrêtèrent de murmurer. Les oiseaux se turent. Même le vent retint son souffle. Alors je te le demande, ici dans cet endroit où nous avons fait nos premières promesses l'un à l'autre. Ses yeux rencontrèrent les siens, et ce qu'elle y vit était si pur, si vrai que de nouvelles larmes coulèrent. Lyra Torres, veux-tu partager ta vie avec moi? Veux-tu construire un avenir avec moi? Veux-tu me laisser passer chaque jour à te prouver que cet amour est réel, que cet amour dure, que cet amour vaut chaque défi que nous affronterons? Il sortit la bague de la boîte, la tenant entre eux. Épouse-moi, Lyra. Rends-moi l'homme le plus chanceux vivant. Dis oui. Pendant un moment, Lyra ne put parler. L'émotion la remplissait si complètement que les mots semblaient inadéquats, trop insignifiants pour capturer la magnitude de ce qu'elle ressentait. Alors elle fit la seule chose qu'elle pouvait. Elle s'agenouilla à côté de lui dans la terre, encadrant son visage de ses mains, le laissant voir chaque émotion écrite dans ses yeux. Ça a toujours été toi, murmura-t-elle, la voix brisée mais certaine. Quand j'avais 8 ans et que tu m'as appris à grimper à l'arbre. Quand j'avais 15 ans et que j'ai réalisé que mes sentiments étaient plus que de l'amitié. Quand tu es parti et que mon monde est devenu gris, et quand tu es revenu et que mon monde a explosé en couleur à nouveau. Ça a toujours été toi, Théo. Ça le sera toujours. Elle pressa son front contre le sien, ses larmes se mêlant aux siennes. Oui. Oui, je t'épouserai 1000 fois. Oui. Le sourire qui explosa sur son visage fut du pur soleil radiant, incandescent, transformateur. Ses mains tremblèrent légèrement tandis qu'il prenait sa main gauche, lissant la bague à son doigt. Elle allait parfaitement, comme si elle avait été faite spécifiquement pour elle. Et puis il la tirait dans ses bras et l'embrassait avec une intensité qui fit tourner son monde. C'était promesse et célébration. C'était passé et futur. C'était tout ce qu'ils avaient été et tout ce qu'ils seraient. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux riant à travers les larmes, il tint sa main, regardant la bague à son doigt avec une expression de pur émerveillement. Tu as dit oui, murmura-t-il, comme s'il n'arrivait toujours pas à y croire. J'ai dit oui, confirma-t-elle, admirant comment le saphir capturait la lumière du soleil, projetant des reflets bleus sur sa peau. Tu pensais vraiment que je dirais autre chose? J'espérais. Il la tira à nouveau à ses pieds, ses mains encadrant son visage. Mais l'espoir et la certitude sont des choses différentes. Et maintenant que j'ai la certitude. Il la fit tournoyer dans un cercle spontané, arrachant un rire gidi à elle. Maintenant j'ai l'impression que je pourrais voler. Il la reposa mais garda ses bras autour d'elle, la balançant doucement même sans musique. J'ai encore une chose à te montrer, dit-il après un moment. Il y en a encore? Elle ne pouvait imaginer comment cette soirée pourrait devenir plus parfaite. Il la guida à quelques pas, pointant une zone près du bord de la clairière où des piquets en bois marquaient un périmètre. J'ai déjà parlé à des architectes. Si tu veux et seulement si tu veux, je veux construire notre maison ici. Exactement à cet endroit où tout a commencé. Lyra regarda les piquets, puis revint à lui, son cœur si plein qu'il en faisait mal. Tu es sérieux? Complètement. Ses yeux soutinrent les siens avec une intensité farouche. Je veux construire quelque chose qui soit à nous, Lyra. Pas le manoir de mes parents, pas quelque chose hérité des générations passées, quelque chose de nouveau, quelque chose que nous construisons ensemble de zéro. Une maison qui soit une promesse que cet amour, nous sommes quelque chose entièrement à nous. Elle ne put retenir les larmes cette fois. Elles coulèrent librement tandis qu'elle se jetait dans ses bras, le serrant si fort que c'était presque douloureux. Oui. Oui à tout, à la maison, à la vie, à chaque aventure folle que tu veux entreprendre. Oui. Ils restèrent ainsi de longs moments, simplement à se tenir l'un l'autre tandis que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel en nuances d'orange et d'or. Autour d'eux, le vignoble s'étendait en rangées ordonnées, témoins silencieux d'une promesse faite et d'un avenir commençant. Nous devrions le dire à ta famille, dit enfin Lyra, même si elle ne voulait pas bouger de cette clairière parfaite. Ils savent déjà. Théo sourit contre ses cheveux.
Ma mère est devenue impossible ces 2 dernières semaines, insistant pour que je me dépêche avant qu'elle ne te le dise elle-même. Et mon père? Il rit. Mon père m'a donné une bouteille du vin le plus rare de notre cave et a dit, ne gâche pas ça, Fitz. Je pense que c'est une approbation dans le langage Lancaster. Et ma mère, demanda Lyra, sachant que Rosa devait être au courant aussi. Je lui ai parlé hier, demandé sa bénédiction formellement. Ses yeux rencontrèrent les siens, sérieux maintenant. Elle a pleuré. Et puis elle m'a serré dans ses bras et a dit que si je te rendais heureuse, je serais le bienvenu dans sa famille. Mais si je te faisais du mal, elle a accès à tous les couteaux de cuisine. Lyra termina, riant à travers ses propres larmes. Exactement. Il embrassa son front, puis chaque joue, puis enfin doucement ses lèvres. Alors qu'en dis-tu? Prête à affronter la horde et annoncer que Lyra Torres devient Lyra Lancaster. Le nom sonnait étrange mais merveilleux en même temps. Lyra Torres Lancaster, corrigea-t-elle. Je n'abandonne pas qui je suis. J'ajoute qui tu es. Le sourire qui illumina son visage fut tout ce dont elle avait besoin de voir. Parfait. Tu es absolument parfaite. Et tandis qu'il marchait main dans la main vers le manoir, la bague en saphir captant les derniers rayons de soleil, Lyra sut avec une certitude absolue que ce n'était que le début. Le meilleur était à venir. 6 mois passèrent comme un rêve fiévreux, mois rempli de préparation du mariage, de finalisation de la nouvelle aile d'événements, et de la construction constante de la maison dans la clairière qui symbolisait désormais non seulement un lieu mais une promesse accomplie. Lyra avait prouvé que chaque sceptique avait tort. L'ouverture de l'aile des événements internationaux fut un succès retentissant, attirant des distributeurs de 15 pays et sécurisant des contrats qui tripleraient la présence des vignobles Lancaster sur le marché mondial. Les magazines d'affaires qu'il avait auparavant ignorés demandaient maintenant des interviews. Le même blog qu'il avait appelé Cendrillon publia une rétractation formelle, la qualifiant d'esprit visionnaire derrière la révolution Lancaster. Mais rien de tout cela n'importait autant que ce jour. Le jour du mariage se leva avec un ciel sans nuages peint en nuances d'un bleu impossible qui semblait avoir été commandé spécialement pour l'occasion. La cérémonie aurait lieu au coucher du soleil. Lyra avait insisté, voulant se marier pendant l'heure dorée, quand la lumière transformait les vignobles en quelque chose de magique. Dans la chambre qui avait été son refuge toute sa vie, Lyra se tenait devant le miroir tandis que sa mère ajustait le voile pour la 3e fois, des larmes brillant dans les yeux des deux. La robe était un chef-d'œuvre créé par une designer locale que Lyra avait découverte et soutenue. Elle était simple mais époustouflante en soie ivoire qui coulait comme de l'eau sur ses courbes. Le décolleté était modeste mais élégant, les épaules étaient nues, et la jupe tombait en couche éthérée jusqu'au sol, se terminant par une petite traîne qui capterait la lumière du soleil tandis qu'elle marcherait. Il n'y avait pas de strass excessif ou de volant, juste des lignes nettes et un tissu luxueux qui la faisait se sentir comme la meilleure version d'elle-même. Mija, murmura Rosa, ses mains tremblant tandis qu'elle ajustait le voile en dentelle délicate qui avait appartenu à la grand-mère de Lyra. Tu es si belle, si absolument rayonnante. Lyra tint les mains de sa mère, les serrant fermement. Merci, maman, pour tout. Pour m'avoir élevée seule, pour m'avoir appris à être forte, pour ne jamais me laisser oublier ma valeur. Tu as toujours eu de la valeur, mi amor. Rosa encadra le visage de sa fille, ses pouces essuyant les larmes qui avaient commencé à couler. Je me suis juste assuré que tu ne l'oublies jamais. Et maintenant? Elle laissa échapper un rire humide. Maintenant tu vas épouser un homme qui voit cette valeur aussi clairement que je l'ai toujours vue. Un coup doux à la porte les interrompit. Eleanor Lancaster entra, élégante dans une robe de mère du marié en bleu marine, son sourire chaleureux et sincère. Lyra, ma chère, dit-elle en s'arrêtant pour l'admirer. Vous êtes absolument époustouflante. Théo va s'effondrer quand il vous verra. Lyra rit à travers les larmes. C'est le plan. Eleanor s'approcha, tenant une petite boîte en velours. Je sais que vous avez déjà quelque chose d'emprunté, le voile de votre grand-mère et quelque chose de bleu. Elle désigna le petit ruban bleu que Lyra avait cousu à l'intérieur de sa robe, une tradition. Mais j'aimerais offrir quelque chose d'ancien, si vous l'acceptez. Elle ouvrit la boîte pour révéler une paire de boucles d'oreilles en perles délicates clairement antiques mais impeccablement préservées. Elles appartenaient à la mère de William, la même femme qui a donné à Théo la bague en saphir. Elle les a portées à son propre mariage, et je les ai portées au mien. Ce serait un honneur si vous les portiez au vôtre. Lyra sentit de nouvelles larmes brûler. L'acceptation d'Eleanor, pas juste tolérance,
mais acceptation et accueil sincère dans la famille signifiaient plus que les mots ne pouvaient exprimer. Ce serait un honneur, murmura Lyra, permettant à Éléanore de placer les boucles à ses oreilles. Quand elle fut enfin complète robe, voile, boucle, bouquet de roses blanches et d'hortensia, Lyra reconnut à peine la femme dans le miroir. Mais en même temps, elle était exactement qui elle avait toujours été, Jute, plus confiante, plus heureuse, plus entière. C'est l'heure, annonça doucement Margaret depuis la porte. Les invités sont tous assis, et Théo est, eh bien, il essaie de ne pas avoir l'air de vouloir vomir de nerfs, mais il échoue misérablement. Lyra rit, le son soulageant la tension dans ses propres nerfs. Alors je suppose que je ferais mieux de ne pas le faire attendre plus longtemps. La marche de la chambre à la clairière, désormais transformée en cathédrale en plein air, fut courte mais significative. Chaque pas la rapprochait d'un avenir qu'elle avait presque abandonné croire possible. Quand elles atteignirent le bord de la clairière, Lyra s'arrêta, le souffle coupé. La transformation était à couper le souffle. Des rangées de chaises blanches formaient une allée centrale décorée de pétales de rose. L'arche où Théo avait fait sa demande avait été agrandie et entrelacée de milliers de fleurs blanches, roses, hortensias, jasmin, créant une structure de rêve. Et tout autour, des guirlandes lumineuses étaient suspendues dans les arbres, prêtes à s'allumer quand le soleil se coucherait. Mais rien n'importait autant que l'homme debout sous l'arche. Théo portait un smoking impeccable, mais c'était l'expression sur son visage qui l'arrêta, pur émerveillement, admiration, amour si intense qu'elle pouvait le sentir à travers la distance qui les séparait. La musique commença, une version au violoncelle de « At Last » que Lyra avait choisie spécifiquement. Elle tint le bras de sa mère, faisant un pas en avant, puis un autre, chacun la rapprochant de son avenir. Les invités se tournèrent pour regarder amis, famille, collègues, tous ceux qui avaient été témoins de leur voyage. Mais Lyra n'avait d'yeux que pour Théo, qui luttait visiblement pour maintenir sa composure, des larmes brillant déjà dans ses yeux. Quand elle l'atteignit enfin, Rosa embrassa sa joue, puis plaça la main de Lyra dans celle de Théo. « Prends soin de mon cœur, murmura-t-elle à lui. « Avec ma vie, répondit Théo, la voix épaisse d'émotion. Rosa hocha la tête, puis s'éloigna, les laissant debout ensemble sous l'arche tandis que l'officiant, un vieil ami de la famille, commençait la cérémonie. Nous sommes rassemblés ici. Mais Lyra entendit à peine les mots. Tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était Théo, la façon dont il tenait ses mains comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, la façon dont ses yeux ne quittaient jamais les siens, la façon dont son pouce traçait des cercles doux sur sa paume en un geste inconscient de réconfort. Théo et Lyra ont écrit leurs propres vœux, annonça l'officiant, et Lyra sentit son cœur s'emballer. Théo parla en premier. Il s'éclaircit la gorge, clairement essayant de contrôler ses émotions. Mais quand il parla, sa voix fut stable. Lyra, quand nous étions enfants, je t'ai promis que je te protégerais toujours, que je ne te laisserai jamais te noyer. Il s'arrêta, un petit sourire courbant ses lèvres même à travers les larmes. J'ai brisé cette promesse quand je suis parti. Je t'ai laissé te noyer dans l'incertitude et le doute, et c'est quelque chose que je passerai le reste de ma vie à réparer. Il serra ses mains plus fort. Mais aujourd'hui je fais de nouvelles promesses. Je promets de te voir, vraiment te voir chaque jour. Je promets de me battre pour nous-mêmes quand ce sera dur. Je promets de ne jamais te laisser oublier ta valeur. Je promets de construire une vie avec toi qui honore à la fois d'où nous venons et où nous allons. Et je promets de t'aimer farouchement, complètement, éternellement chaque jour pour le reste de ma vie. Des larmes coulaient librement sur le visage de Lyra maintenant, mais elle s'en fichait. Quand ce fut son tour, sa voix sortit étonnamment stable. Théo, tu m'as appris à grimper aux arbres quand j'avais peur des hauteurs. Tu m'as appris qu'appartenir ne concerne pas d'où l'on vient, mais qui choisit de rester. Et quand tu es revenu, quand tu es enfin rentré à la maison, tu m'as appris que certains amours valent l'attente. Elle cligna des yeux à travers les larmes, rencontrant son regard. Je promets d'être ta partenaire dans tous les sens, en affaires, dans la vie, dans chaque aventure. Je promets de te défier quand tu auras tort et de te soutenir quand tu auras raison. Je promets de construire un foyer avec toi qui soit à la fois refuge et aventure. Et je promets de t'aimer avec chaque partie brisée et chaque partie entière de moi pour chaque jour qui me sera donné. Les alliances, dit doucement l'officiant. Le meilleur ami d'université de Théo, servant de témoin, tendit les alliances de simples anneaux en or qu'ils avaient choisis ensemble. Théo glissa la sienne en premier, ses mains tremblant légèrement. Avec cette alliance, dit-il, la voix s'épaississant, je t'épouse aujourd'hui, demain, toujours. Lyra prit la sienne, la glissant à son doigt. Avec cette alliance, je t'épouse aujourd'hui,
demain, toujours. Par le pouvoir qui m'est conféré, dit l'officiant avec un sourire, je vous prononce mari et femme. Théo, vous pouvez embrasser votre marié. Théo n'attendit pas plus. Il tira Lyra dans ses bras et l'embrassa, pas le baiser poli et chaste d'une cérémonie publique, mais un baiser profond, passionné, prometteur qui arracha des applaudissements et des sifflets des invités. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux riant à travers les larmes, le soleil commençait à se coucher, peignant tout en nuances d'or. Les guirlandes lumineuses s'allumèrent, transformant la clairière en quelque chose de magique. La réception fut parfaite, intime mais joyeuse, élégante mais détendue. Ils dînèrent sous les étoiles, dansèrent sur l'herbe douce, rirent et pleurèrent, et célébrèrent un amour qui avait survécu au temps, à la distance et au doute. Mais ce fut tard dans la soirée, quand la plupart des invités étaient partis et qu'il ne restait que la famille proche, que Théo tira Lyra loin des festivités. « Viens avec moi » murmura-t-il en entr'aissant ses doigts aux siens. Il la guida à travers les vignobles, suivant un chemin éclairé par des lanternes, jusqu'à ce qu'ils atteignent le chantier de construction, leur future maison, désormais partiellement construite. Les fondations étaient prêtes, la charpente montait, et on commençait à voir la forme qu'elle prendrait. « Je voulais te montrer quelque chose » dit Théo en la guidant soigneusement à travers le chantier jusqu'à ce qui serait le salon. Il pointa vers le haut où une verrière était en train d'être installée. « Vois-tu cette fenêtre » ? « Oui » murmura Lyra, imaginant comment la lumière du soleil s'y déverserait. « Je l'ai conçue pour que chaque matin le premier rayon de soleil tombe exactement là où sera notre lit. » Il la tira dans ses bras, sa voix basse et intime. « Parce que je veux me réveiller chaque jour avec toi, baigné de lumière du soleil. Je veux commencer chaque jour en te voyant exactement comme tu es lumineuse, belle, à moi. » Lyra enfouit son visage dans son cou, incapable de parler à travers l'émotion qui la remplissait complètement. Et là il la tourna pour pointer une autre zone. « Il y aura une grande fenêtre surplombant les vignobles où tu as grandi parce que je ne veux jamais que tu oublies d'où tu viens. Et juste là. » Il pointa le centre de ce qui serait la maison. « Il y aura une cheminée où nous raconterons à nos enfants des histoires sur comment maman et papa sont tombés amoureux. » « Enfant » répéta Lyra, testant le mot. Ils en avaient parlé, bien sûr, mais l'entendre dit si nonchalamment, si certainement, fit fondre quelque chose dans sa poitrine. « Si tu veux » se dépêcha d'ajouter Théo. « Il n'y a pas de hâte. Nous avons tout le temps du monde. » Elle se tourna dans ses bras, encadrant son visage de ses mains. « Je veux tout avec toi. La maison, les enfants, les matins paresseux et les nuits passionnées, les disputes stupides et les réconciliations encore meilleures. Je veux construire une vie aussi belle que cet endroit. »« Alors faisons-le » murmura-t-il contre ses lèvres. « Construisons quelque chose d'extraordinaire. » Ils restèrent là longtemps, enlacés dans le squelette de leur future maison, tandis que les étoiles tournaient au-dessus d'eux et que les vignobles murmuraient des promesses au vent. Et quand ils retournèrent enfin à la célébration, main dans la main, leurs alliances captant le clair de lune, tous ceux qui les virent surent sans doute que cet amour improbable, impossible, inévitable durerait éternellement. Parce que certains amours ne sont pas seulement trouvés, ils sont construits, brique par brique, promesse par promesse, baiser par baiser. Et Théo et Lyra, ils ne faisaient que commencer à construire. Dans la dernière scène de la nuit, ils se tenaient sur le porche du manoir Lancaster, regardant le soleil se lever sur les vignes exactement comme il l'avait fait d'innombrables fois enfant, mais cette fois différent. Cette fois Lyra était appuyée contre la poitrine de Théo, sa robe de mariée coulant encore autour de ses jambes, leurs alliances brillant dans la lumière croissante. « Est-ce réel » murmura-t-elle, la question écho d'une qu'elle avait posée des mois auparavant. Théo embrassa le sommet de sa tête, ses mains reposant protectivement sur sa taille. « Réel pour toujours » promit-il. « Nous construirons une vie à chaque lever de soleil. Un amour que personne d'autre ne peut comprendre, mais que nous ressentirons toujours. » Et tandis que le soleil peignait le ciel en nuances de rose et d'or, marquant le début de leur premier jour comme mari et femme, tous deux sûrs avec une certitude absolue que ce n'était que le début. Le meilleur était à venir. À la fin, Lyra découvrit que le vrai amour n'était pas d'abandonner qui vous êtes. C'était de trouver quelqu'un qui vous voyait complètement et choisissait de rester. Elle n'avait pas besoin de devenir une Lancaster pour mériter sa place. Elle apportait sa force Torres et transformait tout autour d'elle. Théo ne l'avait pas sauvée d'une vie moindre. Il avait simplement eu le courage de reconnaître ce qu'elle avait toujours été, extraordinaire. Ils construisirent leur maison sur les mêmes racines où ils jouaient enfants,
prouvant que parfois le plus grand acte de courage n'est pas de partir à la recherche de quelque chose de nouveau, mais de reconnaître le trésor qui était toujours à vos côtés. Et quand les vignobles fleurirent ce printemps-là, les vieilles vignes entrelacées avec les nouvelles, tout le monde vit ce que Lyra et Théo avaient toujours su, que les meilleurs amours ne sont pas ceux qui viennent sans effort, mais ceux pour lesquels vous choisissez de vous battre chaque jour, à chaque lever de soleil.